Alors, les petites consignes d'organisation, hein, comme pour chaque webinaire, on va couper nos micros et puis aussi nos caméras. C'est surtout pour laisser de la bande passante circuler. Mais voilà, mettre la caméra quand même en début de réunion, ça nous permet aussi de se voir un petit peu. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser, hein, il y a un chat de discussion au fil de l'eau. Et puis, bien évidemment, vous ouvrez vos micros, hein, en cas de besoin. L'idée, c'est que moi, je puisse vous partager des informations, mais également que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse avoir un échange autour de ça. Cette réunion, elle est donc enregistrée. L'enregistrement sera partagé. Donc, je vous remettrai les liens et vous les avez dans cette présentation, donc sur le YouTube de la Cave de la Savoie, hein, tout simplement. Et le support sera également disponible et partagé à la fois sur le site du cave.fr, sur la page du REAP, hein, donc les liens, vous les avez dans le mail initial que je vous ai envoyé pour lancer l'appel à projet. Et puis, toujours dans le Padlet ressources parentalité, vous retrouvez en fait à chaque fois l'intégralité des documents. Alors, je me représente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Morgane Personnaz. Moi, je suis conseillère thématique parentalité à la Cave de la Savoie. Comme vous le voyez dans ma signature de mail, je suis pilote du réseau Parentalité 73. Et j'ai aussi une double casquette puisque j'anime le schéma départemental des services aux familles, donc le SDSF. Également sont connectés ce matin avec nous les chargés de développement territorial de la CAF. Je pense que tout le monde est connecté. Et puis également le département, Caroline et Loubna, si vous voulez bien nous faire aussi un coucou. Peut-être vous présenter même, puisque c'est chouette que vous soyez avec nous ce matin. Tu veux mettre la caméra peut-être? Ah, Ah, on vous entend. ah, Ah, super. voilà, on a mis la caméra aussi. Caroline Blanchard, moi je suis coordinatrice départementale des modes d'accueil à la direction PMI au niveau du département. Bah, moi, je suis Loubna Prad, gestionnaire administratif à la direction PMI. Merci. Alors, pour ce webinaire ce matin, à l'ordre du jour, une petite introduction et puis quelques rappels. Je vais vous présenter toutes les nouveautés en synthèse et vous allez voir, il y en a plusieurs. Et puis l'idée, c'est de pouvoir vous présenter, alors pareil, de manière synthétique, hein, la note de cadrage de l'appel à projet, puisque vous l'avez, hein, vous l'avez déjà, vous avez déjà les documents en votre possession. S'arrêter un petit peu sur le dossier de réponse à appel à projet qui a évolué. Et puis vous présenter aussi rapidement le dossier de bilan qui vaudra pour vos projets 2025 et non pas 2024. Mais ça, j'y reviendrai en détail. Alors, en petite introduction, vous rappelez que donc, le REAP qu'on appelle aujourd'hui Action Parentalité, c'est un dispositif qui est national. En Savoie, il est cofinancé donc, par la CAF et par le département. Il s'inscrit directement sous la politique nationale du soutien à la parentalité. Il y a donc un appel à projet qui se veut phare et central. Il s'adresse stricto sensu aux services et aux structures suivantes, donc ils sont relistés et vous les avez. En termes de financement, mais aussi pour adhérer au réseau parentalité, il faut que vous rentriez, vous soyez un des services ou structures qui soit listé. Il y a une nouveauté, et je vous le signale, c'est l'avant-dernier point. Ce sont les acteurs du secteur privé lucratif, c'est sous réserve qu'ils mettent en place une gestion des intéressés. Ça, c'est nouveau, ça n'apparaissait pas jusque-là dans les textes. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec les nouveautés. Donc, en fait, il y a un nouveau cadrage national qui est en place depuis ce 1er janvier 2025, qui a été mis en place donc par la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, avec ses partenaires. Donc, en fait, c'est tout le Fonds national parentalité qui a été actualisé. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau référentiel parentalité qui est disponible aujourd'hui. Il y a aussi la création d'un guide méthodologique vraiment dédié au projet parentalité qui a été mis en place. Donc en fait, il y a plusieurs documents nationaux qui ont été diffusés en fin d'année. Et pour que ce soit plus simple pour vous, moi, je vous ai tout intégré dans le document, les documents de la Savoie, donc autant dans l'appel à projet que dans la note de cadrage, pour que vous n'ayez pas en fait à aller chercher vous-même les informations, mais que vous puissiez les trouver dans un seul document, qui est notamment la note de cadrage. On a donc, comme je vous l'ai déjà dit, un changement d'appellation. En fait, on va passer simplement du REAP, qui signifiait le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, à Action Parentalité.
Ça, c'est une volonté nationale de se dire, finalement, le réap, et je pense qu'on est assez d'accord avec ça ne parle pas aux parents. C'est un sigle, qu'est-ce qu'on met derrière, voilà. Et pour arriver à effacer aussi ce sigle qui est quand même assez fortement inscrit dans nos pratiques, dans notre langage, l'idée c'est que nous, au niveau de la CAF ou en tout cas des financeurs, on ne parle plus non plus de réap pour vous, porteurs de projet, pour l'effacer en fait. Donc on va parler simplement d'action parentalité. Le vrai intitulé, vous l'avez, hein, c'est implication et participation des familles à travers des modalités d'intervention collective. Ça nous paraissait un petit peu long, on s'est dit on va faire plus simple, on va appeler ça simplement des actions parentalité. Voilà. Et puis une des nouveautés au niveau financement, et ça c'est national, c'est qu'on ne pourra accorder aucun financement inférieur à 1500 euros par an et par projet, pris en compte par la CAF. Si toutefois vous êtes une petite association, c'est notamment vous en général qui avez des petits projets, des petits budgets, vous avez un projet qui a une demande financière au réap, pardon, aux actions parentalité, à moins de 1500 euros, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en discute en fait. Voilà. Mais la règle va devenir celle-ci. Je vais juste vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Hop. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est la possibilité de déposer des projets de manière pluriannuelle, et ça va être sous conditions. Les conditions, ce sont les suivantes. Ça va être d'être soutenu par la CAF depuis au moins 2 ans, de nous présenter des bilans à la fois qualitatifs, quantitatifs et financiers qui soient satisfaisants. L'idée, c'est pas de soutenir une structure sur plusieurs années si vous avez des difficultés. Ce qui va être compliqué autant pour vous que pour nous finalement. Et la durée maximum, elle va être de 4 ans. Et en fait, cette durée, elle va être associée à la durée de votre agrément ou de votre conventionnement si vous êtes une structure qui est déjà financée par la CAF. Si ça n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin de calquer la durée des actions parentalité avec un agrément ou un conventionnement. Et on vous rappelle que la validation pluriannuelle, elle est laissée à l'appréciation du comité d'animation qui va instruire vos projets et rendre un avis financier. Alors, donc au local en Savoie, comme vous avez pu le constater dans les documents, on a pris la décision de déroger à la plateforme nationale Élan, qui est pourtant obligatoire, pour le dépôt des dossiers Action Parentalité 2025. Alors pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est là, n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez par rapport à Elan et au dossier proposé cette année. En fait, Elan, le national, nous proposait des nouvelles fonctionnalités qui étaient très compliquées à mettre en œuvre et qui allaient vraiment impacter le temps de dépôt de projet, autant pour vous que pour nous en traitement interne. Ça nous paraissait trop compliqué. Et puis surtout, on a une difficulté de temporalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le téléservice Elan, il n'est toujours pas disponible. Donc, si on n'y avait pas dérogé, on n'aurait toujours pas pu lancer l'appel à projet. Ce qui nous retarde les campagnes et ce qui peut impacter notre semaine de la parentalité et nos actions en fait en Savoie. Donc, on a fait ce choix-là. Ce qui donne un dossier au format, ce qu'on appelle format local, c'est un format Word en fait, que je vous ai partagé par mail, qui sera à nous retourné par mail également, hein, uniquement, pas la peine de nous faire un envoi postal. Le mail fera foi finalement. Bien évidemment, vous nous le renvoyez au format PDF, daté, signé. Vous avez toutes les consignes hein, dans les documents auprès des cofinanceurs. Et là, je vous ai bien remis les 2 adresses mail, à la fois l'adresse parentalité de la CAF, mais aussi l'adresse DPMI du département. Et alors, je vous la rappelle bien, c'est dpmi-reap73@savoie.fr. En fait, moi, j'ai fait une erreur quand je vous ai envoyé le mail à tous. J'ai mis en copie la DPMI, mais j'ai fait une erreur de mail. J'ai écrit réap sans le 73. Donc, si vous faites répondre à tous, votre dossier ne va pas partir dans la bonne boîte mail du département. C'est bien pour ça que je vous ai mis des petits panneaux de vigilance. Donc, sur la diapo, les mails sont bons. Dans les documents, les mails sont bons aussi. C'est juste dans l'envoi de mails que moi, je vous ai fait pour lancer l'appel à projet où il y a une petite coquille. Voilà, donc je vous le signale juste pour qu'il n'y ait pas de loupé. Et concernant vos bilans, donc là, réap 2024,
ils vont bien être à déposer toujours sous Elan. Donc pour ceux qui connaissent déjà Elan et qui ont déjà des dossiers sous Elan, il va falloir nous déposer votre bilan sous Elan. Vous retournez en fait sur la plateforme. Vous allez sur votre projet Réhab 2024 et vous allez le justifier. C'est la justification qui vaut le bilan. Parce que sortir d'élan pour les projets, c'est une chose, mais comme vos projets 2024 étaient déjà sous élan, il faut que vous puissiez déposer votre bilan une dernière fois là sous élan. Voilà. Et comme je vous le disais, le dossier de bilan Action Parentalité 2025, il est déjà disponible et donc il sera à utiliser pour rendre vos projets 2025, donc en 2026. Je vous donne de l'avance, mais en fait c'est important parce que c'est important pour vous, il me semble, de connaître déjà les éléments de bilan et d'évaluation qu'on vous demande pour que quand vous montiez votre projet, vous sachiez quels indicateurs mettre en place, quels éléments de données il va falloir recueillir pour rendre votre bilan. Donc, je vous ai refait un tableau synthétique pour bien voir les dates, les formats de dépôt et les dates des comités d'animation pour qu'il n'y ait pas de loupés ou de difficultés de votre côté. Donc, la première date limite de dépôt de dossier sera le vendredi 14 février, inclus. Le format de dépôt, pour ceux qui ont déjà des projets financés au REHAB 2024, vous allez sous Elan pour nous rendre votre bilan. Ensuite, votre projet, vous laissez tomber Elan, vous êtes sur le format Local Word de la Savoie. Et donc, en 2026, sur cette même temporalité, vous nous rendrez le bilan 2025. Le comité d'animation se tiendra le mardi 11 mars. Et nous, on passera en commission CAF les dossiers fin mars pour vous rendre une réponse la plus rapide possible à la suite. Et au niveau du département, je ne sais pas, Loubna, Caroline, si vous avez une idée des passages des dossiers au niveau du département. Vous avez le micro On coupé, regarde le alors calendrier. On regarde le calendrier. vous regardez, ouais. Mm. Voilà, pour avoir peut-être une idée, ou en tout cas... 11 mars, ça passe en avril. En avril. Ouais, en avril pour le 11 mars. Ok, Donc Ou le 28. ou le 28 mars au plus tôt. d'accord. Mm. Ok, et pour la date de septembre, ça sera pareil, un peu dans la foulée, fin septembre. Oui, mais on n'a pas encore les dates, mais ça sera Ok, peut-être septembre-octobre. d'accord. Mm. Bon, on est à peu près de toute façon au niveau soit du financement de la CAF ou du département dans les mêmes timings pour pouvoir les passer dans nos commissions institutionnelles respectives. Donc je reviens à mon petit tableau. Deuxième date, puisqu'on a toujours gardé une deuxième date en fait de dépôt de dossier, le vendredi 4 juillet. Donc pour ceux qui ont des bilans à nous rendre des réhab de l'année dernière, vous pouvez les rendre à cette période-là et nous également nous déposer des projets 2025. Ce qui change cette année, c'est que on va financer des projets uniquement sur l'exercice annuel civil 2025. Avant, la seconde date en fait de juillet vous permettait de déposer des projets en année scolaire. Malheureusement, on n'était pas dans les clous. On a une PNC, un plan national de contrôle qui va paraître en 2025. Et cet appel à projet ne peut financer que des projets en année civile. Alors, pour ceux qui étaient sur la deuxième campagne, qui ont des projets en année scolaire, puisque c'est vous finalement que ça va impacter, euh, bien évidemment, vous avez des projets en cours, là encore en début d'année, qu'on vous a accordés, puisque l'année scolaire n'est pas terminée. Donc, vous pouvez nous rendre vos bilans et ensuite nous déposer un projet à l'été. Mais dans ce cas-là, déposez-le en pluriannuel pour qu'en fait la pluriannualité vienne couvrir les périodes que vous avez besoin. Et donc, en début d'année, vous donnez un financement déjà pour la fin d'année, septembre, décembre. En fait, la pluriannualité va vous permettre un peu de lisser ces années pour que vous puissiez quand même avoir des projets, si vous voulez les décliner en année scolaire, parce que c'est la pertinence, c'est vos partenariats avec l'éducation nationale, très souvent, vous pourrez quand même le faire. Mais par contre, nos financements vont être accordés sur un exercice civil et vos projets vont être rendus également sur année civile. Donc ça va peut-être changer un petit peu vos pratiques. Donc moi, pour vous faciliter la vie, en tout cas, ce que je vous encourage à faire, c'est
d'être plutôt sur le début d'année pour nous rendre vos projets. C'est ce qui me semble être le plus simple pour vous, mais vous avez quand même ce choix-là. Et si vos projets de fin d'année sont pas prêts à février, vous avez toujours la possibilité de nous déposer un projet au 4 juillet à la mi-année, en fait. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ou est-ce que j'ai perdu des personnes? C'est un vrai changement de pratique, en fait, hein, pour certains d'entre vous, donc je le signale bien. Il y a une main levée. La mèche, si je ne me Heu, trompe pas. oui, bonjour, c'est Émilie de Bonjour. la Mège. Oui, bonjour. Oui, désolée, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Par exemple, moi, j'ai des projets donc qui vont de septembre, jusqu'à août, enfin, qui vont de septembre à juin, quoi et du coup, pour, avoir du financement pour rattaquer en septembre de l'année prochaine, il faut que je dépose mes projets le 4 juillet ou le 14 février, du coup? L'idée, c'est que enfin, oui, c'est que vous puissiez faire du pluriannuel. D'habitude, vous déposiez à la mi-année. J'ai les 2 moi, mais sur, mes projets parentalité, des rencontres de mes parents là, Mmh. je fais de septembre à juin, donc année scolaire. Ouais. Et bah, si vos projets sont pas prêts là en début d'année, vous les déposerez au 4 juillet. Vous faites un budget prévisionnel 2025 de septembre à décembre, un D'accord. budget 2026 de janvier à décembre. Ah Et si OK, vous voulez OK, aller OK. plus loin, en 2026, D'accord. 27, pareil, vous refaites des budgets, mais par contre, voilà, pour vous couvrir en fait, puisqu'on ne peut plus activer l'année scolaire. Donc en fait, il OK, faut, d'accord. voilà, c'est juste le début. Le changement de pratique, il faut faire dans ce cas-là des budgets de septembre à décembre pour Oui, voilà, couvrir c'était d'accord. OK, une fin super, d'année et très, très après vous bien. repartez, voilà. Donc en fait, en début Parfait. d'année, si on vous accorde un financement ou c'est du pluriannuel, bah, vous savez que vous pouvez compter sur X euros de janvier à décembre et après à vous de les mobiliser comme vous le souhaitez en fait. Super, merci beaucoup. Mais c'est vrai que la dépense va devoir être effective sur l'exercice civil, parce qu'en cas de contrôle, c'est ce qu'on va vérifier finalement. Oui, Donc bien c'est sûr, une mais après petite oui, gymnastique comptable ouais, pour vous, plus interne qu'autre chose. très bien, merci beaucoup. Voilà. Voilà, on pourra y revenir hein, par la suite si vous avez encore des questions ou des doutes sur ce fonctionnement. Donc vous allez être limité par structure et par année à déposer maximum de projets. Et des projets qui soient structurants, des projets parentalité qui soient travaillés et assez globaux finalement. Donc en fait, ça revient, deux projets, c'est deux dossiers hein, différents. Pour pas démultiplier vos demandes. Ça, c'est déjà un discours qu'on tenait avant et on continue aussi à vous le partager. L'idée, c'est pas d'avoir des petits dossiers, 5 petits dossiers par an, mais plutôt d'avoir vraiment des projets bien, bien construits et donc bien fléchés sur le sujet de la parentalité. Le financement pour un dossier, c'est le suivant, c'est jusqu'à 4 000 euros, ou bien jusqu'à 5 000 euros. Ça, c'est uniquement pour les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la parentalité, ou pour les projets d'aide au démarrage à l'AEP, les lieux d'accueil enfants-parents. Donc ça, si vous êtes concerné, vous le savez, vous avez l'habitude de venir émarger là-dessus. Et puis pour les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la parentalité, ce sont également des projets que financièrement on peut valoriser. Alors ça reste un maximum, hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément 4 000 ou 5 000 euros qui sont accordés. Ça dépend aussi de vos dépenses, ça dépend de vos besoins, de vos projets et de vos budgets prévisionnels hein, finalement. Donc ça veut dire que pour 2025, admettons que vous partiez en pluriannuel, et ben vous pouvez dire à moi, je dépose un dossier jusqu'à 4 000 euros pour mettre en place des cycles de conférences que je vais mener sur 2, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est à vous de voir, ou juste sur une année, hein. Et puis, chaque année, je vais inscrire un projet dans le cadre de la semaine de la parentalité et donc pouvoir bénéficier d'un financement jusqu'à 5 000 euros sur 1, 2, 3, 4 ans. Voilà, ça vous donne un peu une idée aussi du pluriannuel et des financements maximum qui peuvent être accordés. Et comme d'habitude, hein, la règle de financement ne change pas. Le financement peut s'effectuer jusqu'à 80% de votre coût total du projet. Ça, c'est une règle qui est en place déjà depuis longtemps et qui n'évolue pas. Voilà, on se fait une petite pause par rapport à toutes ces infos. Si vous avez des questions, déjà, n'hésitez pas. Soit à les écrire, soit vous ouvrez votre micro.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour cette présentation. J'aurais voulu savoir si pour ces deux projets limités par structure et par année, est-ce que le classe en fait partie? Est-ce que le class en fait partie? Oui, c'est ça. Alors attendez, hop, je vais juste couper un Ouais. micro. Non, le class, c'est un autre appel à projet. C'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Ça n'a rien à voir avec l'ex-REAP, les actions parentalité. C'est un D'accord, autre dispositif, c'est pour accompagner la scolarité. ok, merci. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Ben, oui, encore merci pour cette présentation, mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Au niveau de la réponse, je vois toujours la possibilité d'une deuxième session le 4 juillet 2025, mais dans ce cas-là, ce serait pris au titre de l'année 2025, dans la mesure où toutes les actions et les dépenses sont réalisées En durant 2025. cet exercice, c'est bien ça? Exactement. Ouais, tout à fait. C'est pour du 2025. Très bien. Durant les 4 mois restants, du coup. Voilà, tout à fait. Alors, ça nous Ah, arrive très bien. parfois qu'un projet ait pu débuter en mai ou en juin. Il y a une petite rétroactivité hein, qui reste possible, mais on est bien sûr, en effet, à une dépense et un projet qui se décline sur l'année 2025. Parfait, merci. Et on garde ces deux temporalités vraiment pour soit les projets de fin d'année, soit ceux de mi-année qui sont pas prêts en fait en début d'année où c'est trop tôt pour vous pour déposer. Ça nous semblait pertinent de garder une deuxième date, même si on change de fonctionnement, on est toujours sur l'exercice civil annuel. On vous laisse deux possibilités en fait de déposer les dossiers. Et bah si c'est bon pour vous, Morgane, je il y a vous... une question dans la Oui. conversation. Ah oui, pardon, j'avais pas vu, merci. Alors j'ai une action réap en cours qui se termine en juin. Si je veux faire une demande d'action parentalité en février pour des conférences parentalité au printemps 2025, je suis obligée de faire le bilan de mon action réap en cours, mais qui ne sera pas terminée. Alors en fait, ça dépend. Si votre action, alors, elle se termine en juin. N'hésitez pas à ouvrir votre micro à Monsieur Duroux. Si c'est un renouvellement, une poursuite, il faut nous déposer d'abord le bilan avant qu'on puisse instruire je vais y arriver, votre reconduction d'action. Donc en effet, dans ce cas-là, il nous faut le bilan. Après, si vous avez une action qui court et que vous voulez en mettre une autre en place, mais qui n'a pas de lien, ou on n'attend pas de bilan pour la reconduire, c'est un nouveau projet, une nouvelle action, vous pouvez être dans une temporalité décalée et la déposer déjà en début d'année. Je ne sais pas si ma réponse est claire. En fait, ça dépend vraiment si c'est une reconduction d'action, auquel cas il nous faut le bilan avant de renouveler, ou bien si ce sont des actions qui n'ont pas forcément de lien et auquel cas on peut recevoir un projet sans attendre le bilan. Ok, d'accord. C'est pas une reconduction. Voilà, donc dans ce cas-là, bah, vous pouvez nous déposer un nouveau projet sur la période que vous souhaitez. Vous n'êtes pas tenu par un bilan que l'on attend. Ok, ça a l'air tout bon. Et ben, je prends la suite. Oui, vous présentez, mais alors assez rapidement, c'est la note de cadrage que vous connaissez, hein, je crois que je l'avais appelée guide méthodologique jusque-là, mais finalement c'est une note de cadrage, donc j'ai changé d'intitulé tout simplement, mais ça reste le même document que vous connaissez, qui est bâti sous forme de fiches, pour qu'il soit un peu plus clair, et donc il y a un sommaire. Donc vous avez 9 fiches, et on va s'arrêter sur quelques fiches, notamment là où il y a des changements et où il y a des nouveautés. Donc, il y a l'adhésion au réseau parentalité 73 qui, là, n'évolue pas. Les modalités pratiques et le calendrier pour la fiche numéro 2, bah, en fait, je viens déjà de vous les présenter. On va s'arrêter un petit temps sur la fiche numéro 3 qui est de la méthodologie de projet.
et que vraiment je vous invite à aller lire avant de vous lancer dans la rédaction de vos actions, de vos projets, parce que c'est une méthode nationale qui est plutôt bien faite et qui est vraiment dédiée à vos projets parentalité. Il y a des exemples très concrets. Donc en fait, c'est vraiment intéressant de la lire et de s'en inspirer pour pouvoir monter vraiment son projet. Alors, on va s'arrêter rapidement aussi sur les règles de financement pour pouvoir vous les rappeler parce qu'il y a des évolutions. La fiche numéro 5 a été complètement réécrite, hein. C'est la parentalité, approche et principe, puisque comme il y a un nouveau référentiel, il y a plein de choses qui ont été précisées par le national et donc on va s'arrêter aussi là un petit peu dans ce webinaire, mais je vous invite voilà, vraiment à vous saisir de la note de cadrage pour aller lire un petit peu le détail. Les types d'actions parentalité, je vais vous rebalayer. Et puis les bilans, les circulaires, la charte qui n'ont pas forcément évolué et que vous avez de toute façon dans la note de cadrage. Alors pour la méthodologie de projet, en fait moi je vous ai juste remis en synthèse hein, les 7 points peut-être à retenir et que vous trouverez de manière vraiment détaillée dans la note de cadrage. Donc on commence toujours par un diagnostic hein, qui est nécessaire pour analyser les besoins et les demandes. Ensuite on vient définir les besoins, les objectifs principaux ou généraux du projet ou de l'action. On vient proposer des actions et des modalités concrètes hein, de mise en œuvre. Petite phase d'établir aussi un échéancier pour programmer le projet. On élabore bien évidemment un budget. Comment est-ce qu'on communique hein, pour mobiliser le public ciblé? Et puis enfin, on a la phase bilan et évaluative du projet. Donc vraiment, vous avez du détail dans cette fiche numéro 3 que je vous invite à aller lire. Là, je vous ai remis un petit schéma qui d'ailleurs n'apparaît pas hein, dans le document de cadrage, mais que je trouvais chouette et assez synthétique pour redire hein, ce que je viens de vous énoncer, mais voilà, de manière un peu plus visuelle. Vous avez toutes les étapes par méthodo du projet. Donc, de toute façon, vous l'aurez avec ma présentation, et si c'est quelque chose qui vous parle, eh ben, n'hésitez pas à le garder sous le coude. Alors, au niveau des règles de financement, je vais vous présenter les dépenses qui sont éligibles et les dépenses qui ne le sont pas. Ça a vraiment été précisé dans les nouveautés. Donc, toutes les dépenses éligibles, ça va être les interventions prestataires. Prestataires extérieurs, des professionnels hein, extérieurs à votre structure qui viennent avec une expertise, par exemple, un conférencier, un intervenant auprès de parents, etc. Tous les professionnels hein, que vous pouvez mobiliser par ailleurs. Pardon. La location de salles ou de matériel, les achats de petits matériels et de consommables. Moi, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à penser la convivialité et à l'inscrire dans votre budget. Le REAP est vraiment là aussi pour financer ce type de dépenses. Tout ce qui est assurance, les frais de communication. Si vous achetez, si vous faites faire des flyers, si vous achetez du petit matériel, des livres, voilà. C'est vraiment aussi ce genre de dépenses que l'on finance, hein, vraiment directement liées à votre projet. Si vous avez du transport, des déplacements, de la billetterie, c'est toutes les dépenses qui sont éligibles. Et puis, on arrive aux charges de personnel. Euh, si celles-ci ne font pas l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'un autre financement de la CAF. Donc, les charges de personnel, elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des dépenses retenues, sauf une autre exception, c'est si le projet parentalité, il va vous générer une augmentation du temps de travail d'un salarié. Et auquel cas, vous pouvez être en mesure de justifier de l'augmentation du temps de travail en cas de contrôle, hein, puisque je vous ai annoncé que possiblement des contrôles pouvaient être mis en place dorénavant. Et donc, s'il y a un avenant au contrat de travail, s'il y a le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires qui sont affectées au projet, dans ce cas-là, il est possible de prendre en compte et de financer des charges de personnel. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Morgane? Oui, Oui, j'avais levé la main, oui, Delphine oui. de l'UDAF. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau parce que j'en parlais avec Monsieur Terry, justement, c'était vraiment une question qu'on souhaitait poser parce que nous, effectivement, les deux intervenantes, elles ont du temps de travail spécifique dédié à PEPS. Donc, APEPS, oui. donc maintenant, on pourra
Ce sont des Le... salariés de l'UDAF ou ce sont des prestataires Alors, du ce sont des service? salariés de l'UDAF, mais dans leur temps de travail, il y a il y a un avenant, en fait, où c'est bien spécifié que c'est pour le projet PEPS, que ce soit la psychologue ou la médiatrice, qui ont un 0,05 ETP dans leur contrat dédié à cette action. Au-delà d'une prestation de service qu'on peut vous verser par ailleurs. Oui, oui, Voilà, donc là, c'est très clair et il faut vraiment le stipuler comme ça dans le projet et on le verra en d'accord. fait, hein. Il y a une partie qui est dédiée aux prestataires, au nombre d'heures travaillées et au coût. Et en fait, pour que nous, dans la lecture de votre projet, on soit bien sûr des prestataires et de ce que vous souhaitez faire financer, ce qui est possible de faire financer, il faudra bien juste nous le préciser. D'accord. OK. Merci. Et donc, pour les dépenses qui ne sont pas éligibles, ce sont les charges habituelles de fonctionnement de la structure ou du service. Pour les charges de personnel qui n'impliquent pas d'augmentation du temps de travail si le gestionnaire bénéficie déjà d'un financement de la CAF au titre d'une PS ou d'une autre subvention. Donc, en fait, ça revient à dire ce que je vous ai présenté. Les dépenses d'investissement, hein, le REAP n'est pas là pour financer de l'investissement, mais bien du projet et de l'action. Les contributions volontaires en nature, bien évidemment, vous les faites paraître. Pareil pour la valorisation hein, du temps bénévolat ou de mise à disposition gratuite de personnel. Tout ça, vous le faites apparaître dans votre projet, mais on n'en tient pas compte dans votre financement, puisque c'est de la contribution volontaire et de la valorisation. Ça n'a pas changé. Euh, Oui, Pardonnez-moi, c'est juste encore pour avoir une petite précision. oui, Donc, si je comprends bien, il y a une évolution par rapport à l'éligibilité des dépenses sur les frais de personnel qui deviennent éligibles exclusivement dans le cadre d'augmentation du temps de travail ou d'heures complémentaires oui, formalisées. oui, lorsque Mais ce sont des charges de personnel directes, de parce salariés de la que structure. si on, comment dirais-je, sous-entend que le poste là, par exemple, là, de référent famille, il comprend déjà une part qui est, je dirais, affectée à ben, l'essentiel, c'est-à-dire des actions en matière de parentalité. Il y aurait pas, dans ce cas-là, il n'y a pas quelque chose en sus, mais c'est déjà, je dirais, intégré dans le poste. Enfin, c'est pas très clair la manière de l'exprimer. Je sais pas comment dire ça. Mais ça, dans la mesure où nous, on est déjà positionné depuis quelques années sur les actions REAP Oui, et que du coup, il y a une évolution en termes d'éligibilité des dépenses, il y a déjà une part qui est fléchée, je dirais, projet REAP sur le dans poste de le temps référent de travail famille. de la professionnelle, de la référente famille. Oh ouais, donc du coup, vous valorisez une prestation de service qui est déjà perçue par votre structure. Du coup, vous l'indiquez dans votre budget prévisionnel. Et si votre référent de famille n'est pas à 100% à un ETP et que le projet parentalité génère une augmentation du temps de travail du salarié et que vous êtes en capacité, en cas de contrôle, de justifier, dans ce cas-là, vous nous le dites dans votre dossier. D'accord. Donc, si je comprends bien, la logique alors voudrait que si on n'est plus éligible au REAP, on réduise le temps de travail Non, 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 pas du de tout. la fonction. Non, 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 vous avez des prestations de services qui vous sont versées par ailleurs pour des fonctions, pour des missions. L'idée, c'est pas du tout que ça vienne les impacter. Et vous continuez à fonctionner comme vous avez l'habitude de le faire. Et si votre action parentalité ex-réap, en fait, c'est vraiment ce qui est écrit, hein, c'est vraiment la phrase, ça génère une augmentation du temps de travail d'un salarié et que vous êtes en mesure de le justifier de cette augmentation du temps de travail avec du paiement d'heures complémentaires ou un avenant au contrat, dans ce cas-là, vous le faites apparaître dans votre dossier. Mhm. Si en fait, vos dépenses, nous, on regarde toujours, on regarde votre budget prévisionnel, on regarde combien ça vous coûte, puis on regarde chaque poste.
combien il y a de montants financiers dans les charges de personnel. Moi, je me centre d'abord sur toutes les dépenses éligibles. Si vous avez la location de salle et l'achat de petits matériels, en fait, je regarde tous les comptes sur les dépenses éligibles. Et après, si vous demandez 4 000 euros et que moi, quand j'ai tout cumulé, je suis qu'à 3 000, admettons, je regarde les charges de personnel. Si c'est vos charges directes qui sont déjà financées par une prestation de service par ailleurs, je ne vais pas surfinancer un poste. Je ne vais pas le refinancer, c'est déjà financé. Si par contre, c'est au-delà de son temps de travail pour coordonner ou co-animer l'action parentalité, que ça apparaît clairement dans votre dossier, on peut en prendre une partie pour aller jusqu'à votre demande de subvention. Hmm. Oui, ben, c'est vrai que je ne vous cache pas que c'est un petit peu difficile parce que de plus en plus de financeurs, on le comprend, mais euh, comme la conférence des financeurs, etc., réduisent de plus en plus la valeur ajoutée maximale, c'est-à-dire celle de la richesse humaine, et que du coup, c'est vrai que ça devient un peu de plus en plus étroit. Alors, je peux tout à fait, en effet, entendre vos difficultés. Au niveau de cet appel à projet, que ce soit au niveau de la CAF ou du département, on est à moyen constant. Et en fait, cette nouvelle règle, elle vient ouvrir un peu, puisque historiquement, les charges de personnel n'étaient pas du tout prises en compte et par le REAP. Donc, en fait, ça vient ouvrir. Si vous venez préciser votre projet, nous, ça nous permet de prendre en partie des charges de personnel. Donc, en fait, on ne vient pas contraindre ici, au contraire, on vient ouvrir, selon précision, selon votre organisation interne, un possible financement de charges de personnel. Donc là, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. Très bien, merci. Madame Bon. Vignoul, vous avez la main Oui, levée. bonjour. Bonjour. Est-ce que les frais de formation des animateurs des différentes actions peuvent être pris en charge? Les frais de formation interne? Oui, on va dire que c'est interne, oui. Normalement, non. Euh, c'est de la formation de Bon, professionnels de votre... nous, en fait, c'est des interventions, c'est des groupes d'écoute et de parole pour les Ouais. parents de personnes LGBT. Et donc, on a des formations, donc on s'appelle Contact Savoir, mais on est un réseau d'associations qui sont reliées à un Contact France. Et Mm. Contact France crée tous les ans des formations spécifiques à l'écoute, par exemple. Ce qui concerne directement les animateurs, chez nous, il y a toujours 2 animateurs par groupe de parole et il n'y a pas, il n'y a pas d'animateurs sans qu'ils aient été formés. Oui, Donc, oui, oui, parce que c'est votre fonctionnement via votre national. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, est-ce que ces frais de formation-là peuvent être pris en charge? Je regarderai votre dossier et comment nous fonctionnions jusqu'à aujourd'hui. Je vous donnerai. Il me semble qu'on les met d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Il me semble aussi, mais parce que vous êtes aussi rattaché à une, je vais y arriver, une antenne nationale, en fait. Oui, oui. Voilà. Oui, donc c'est une formation interne, effectivement, puisque c'est interne Qui est en spécifique à partenariat. Contact. Ouais, ouais, exactement, tout à fait. Donc là, oui, oui. Ouais. Je reviendrai quand même vers vous de Ça manière marche. plus Merci individuelle. beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que ça génère encore des questions? Ok. Je poursuis et s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, on pourra revenir en arrière, il n'y a pas de souci, hein. La fiche numéro 5, la parentalité. Donc, approche et principes, hein, comme je vous disais, la fiche a vraiment été réécrite et il y a vraiment en fait beaucoup d'éléments du référentiel national à l'intérieur. Pareil, je vous invite à vous en inspirer et à aller lire le détail en fait des grands points là, que je vais vous présenter. À la fois une définition qui est un peu longue, je ne vais pas vous la lire là ce matin, mais n'hésitez pas à aller dans le document. Vous avez les principes généraux d'intervention qui ont été reprécisés et bien relistés, avec à chaque fois du détail. Donc on va retrouver l'intérêt de l'enfant et l'accompagnement des parents qui est au centre des interventions. Euh, Également, reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents.
Et là, on est autour du principe notamment de coéducation, autant pour les enfants que pour les parents. Pour les enfants, ça va être la cohérence, voire la continuité éducative, en fait, entre la sphère familiale et puis les différents espaces publics et institutions, et donc vos projets également. Et puis pour les parents, ça va être l'importance de préserver une confiance mutuelle par des postures de complémentarité, en veillant au respect des places, des statuts, des rôles de chacun entre parents, professionnels, bénévoles. Et le tout en valorisant en fait les compétences des parents qui se fondent sur un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être. Ils ont des capacités et dans la légitimité de leur questionnement, c'est pouvoir les accompagner avec ce qu'ils sont. La libre adhésion des familles, ça c'est nouveau, mais ça vient préciser que le caractère obligatoire ne s'inscrit pas dans les principes de la branche famille et que donc les projets parentalité sont basés sur un principe, en fait, de participation volontaire des parents et donc à vous d'aller, rechercher systématiquement, l'accord des parents et l'adhésion des parents dans votre projet et même au-delà de l'adhésion des parents, je dirais, le fait que les parents soient acteurs, de leur propre projet. Ça, c'est vraiment, à mon sens, une finalité, pour vous, d'arriver à impliquer les parents pour qu'ils soient eux-mêmes au cœur de leur projet, porteurs finalement de leur projet et c'est comme ça qu'on a, la meilleure, participation et la meilleure implication, mais aussi les meilleurs impacts en fait, que peuvent rendre vos actions sur la qualité du lien parent-enfant, sur le soutien, pour les parents. On parle d'une démarche qui est universaliste, donc en fait, le soutien à la parentalité, ça s'adresse à tous les parents, les futurs parents, les beaux-parents, toute personne en fait, qui, exerce des fonctions parentales au sens large et qui va venir s'interroger sur, l'éducation, des enfants au quotidien. La prise en compte de la diversité des modèles éducatifs, ça c'est précisé, également. C'est-à-dire qu'en fait, vos projets parentalité n'ont pas pour finalité de proposer un modèle éducatif qui soit normé. Mais en fait, il s'agit plutôt de proposer aux parents des actions qui sont menées avec, neutralité, mais aussi prévenance pour, du coup valoriser et favoriser en fait le partage de réflexions, sur, l'expérience, des parents et pas forcément sur des savoirs qui sont normés ou dogmatiques ou sur des modèles éducatifs qui sont précis. Hem et là, on parle d'actions qui sont, non interventionnistes, qui doivent prendre en compte la diversité, des modes d'organisation et aussi des configurations familiales, mais aussi des cultures, mais aussi des caractéristiques socio-économiques, des familles. Donc en fait, vos projets, vos actions doivent tenir compte de la singularité, de chaque parent. Hem, Également une offre accessible financièrement à tous les parents. Donc, là, il y a rien de nouveau, mais c'est bien reprécisé, on est sur un principe d'accessibilité auquel la gratuité y participe. Mais en fait, ça je vous l'ai déjà dit, la participation financière des familles, ça doit jamais être un frein à ce qu'elles puissent, s'inscrire dans vos actions de soutien à la parentalité. Donc, on peut parler de participation modique ou de participation modulée selon les ressources des parents. Je sais qu'il y a des projets qui sont, mis en place, sur le QF, le quotient familial. Ça peut être une bonne idée. Ça dépend en fait, de ce que vous coûte le projet, de la participation que vous attendez aussi des familles. Ça, c'est vraiment, à vous de le juger. Le principe de laïcité, d'égalité. Laïcité, rien de nouveau sous le soleil. On a une charte, de laïcité de la branche famille et de ses partenaires, que vous connaissez bien, aujourd'hui. Et puis, il y a une petite précision aussi sur l'égalité. L'égalité notamment entre les femmes et les hommes dans la parentalité et au sein de la sphère familiale. Donc l'idée, c'est de pas véhiculer, de stéréotypes, sur les relations entre parents ou entre les enfants. Ça, c'est la première fois que c'est précisé comme ça, sur un texte, national au sujet de la parentalité. Et enfin, le respect, la protection des données et des situations familiales. Ça aussi, c'est nouveau et ce pavé, il est assez intéressant et je vous invite à vous y référer en cas de besoin. C'est qu'à la fois, il y a une protection des données, donc là, on parle plutôt de RGPD qui est en vigueur. On parle de confidentialité aussi, des données, des informations et vraiment pour tous les intervenants, autant les professionnels que les bénévoles,
sont tenus à une obligation de discrétion sur les situations qu'ils accompagnent dans le cadre de leur activité de soutien à la parentalité. Mais il y a bien un texte ensuite qui vient préciser que face à une situation de danger, de maltraitance sur mineur, la loi oblige tout citoyen, vous, moi, au-delà de projets de soutien à la parentalité, hein, qu'on soit soumis au secret professionnel ou pas, de protéger les enfants, les adolescents potentiellement en danger. Donc il y a un article du Code pénal, d'une loi qui a été modifiée en 2018. Et donc vous avez des éléments aussi, si un jour vous y faites face, vous pouvez vous référer à ce texte. Et enfin, deuxième partie, c'est les conditions nécessaires pour la mise en œuvre des actions et des projets parentalité. Alors ça, c'est tout nouveau. On parle de qualification de compétences requises pour les intervenants. Il n'y a rien, enfin, comment vous dire? Il n'y a pas de diplôme attendu spécifiquement pour être en capacité ou garant de mener un projet de soutien à la parentalité. Pour autant, les intervenants auprès des parents et des enfants doivent, c'est ce qui est écrit, posséder une expérience significative autour du sujet de la parentalité et ou avoir suivi des formations complémentaires sur ce sujet. Donc vous avez quand même des références indiquées. Et puis ce qui est nouveau aussi, c'est l'analyse de la pratique professionnelle. En fait, le national vous encourage, et vous le verrez, il y a une petite question dans l'appel à projet qui est dédié à l'analyse de la pratique professionnelle. C'est de se dire que toute personne, professionnelle ou bénévole, qui intervient en fait auprès des familles, pour garantir une qualité de service, pour prendre du recul aussi sur l'exercice de son métier, de sa pratique et puis du déroulement des actions en fait. C'est important de pouvoir avoir un espace animé par un professionnel extérieur, hein, formé à l'analyse de la pratique, pour s'interroger, pour se mettre en réflexion, pour analyser, prendre de la distance par rapport à des situations vécues. Donc ça n'est pas obligatoire, mais c'est de plus en plus recommandé. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi le faire de manière collective. Peut-être sur plusieurs structures d'un territoire, voilà. Je vous en parle pour que vous l'ayez en tête, que vous puissiez aussi vous mettre en réflexion sur ce sujet, évaluer vos besoins et voir à court, moyen ou long terme ce qui est possible de faire de votre côté, s'il y a des besoins, si vous pouvez vous associer avec des partenaires de votre territoire pour projeter une analyse de la pratique pour des professionnels qui interviennent auprès des familles dans le cadre des actions parentalité. Voilà, c'est quelque chose qui va être recommandé. Et puis, vous avez une responsabilité. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui ou pas. Mais en fait, vous devez vous assurer de l'absence de condamnation de manière générale des intervenants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, hein, c'est toujours pareil, et leur demander un extrait de bulletin numéro 3 du casier judiciaire avant recrutement. Et du coup, il est de votre responsabilité, hein, porteur de projet, de vérifier la moralité des personnes que vous recrutez. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas lu jusque-là. Mais du coup, je vous le mets vraiment en visibilité pour que vous soyez aussi prudent et que vous puissiez faire cette vérification-là en cas de besoin. Je poursuis sur ma petite slide. Un positionnement et des postures éthiques attendues. Donc, des actions menées avec prévenance, avec une démarche d'objectivité et de neutralité. Et là, vous avez toute une liste de postures bienveillantes à appliquer, entre guillemets. L'empathie, l'écoute active, la transparence, le respect, la non-stigmatisation, le non-jugement, la non-injonction, etc. En fait, vraiment, hein, pour que l'offre de soutien et d'accompagnement à la parentalité puisse aussi être clairement indiquée aux parents dès vos premiers échanges, que vous puissiez leur partager quels sont les objectifs que vous poursuivez, vous, dans vos actions, comment est-ce que vous les mettez en œuvre, donc la transparence, le fait que vos projets soient menés de caractère temporaire dans l'accompagnement pour que en fait, les familles puissent venir déposer ce qu'elles ont besoin de déposer et ensuite retrouver leur autonomie et poursuivre, que c'est la libre adhésion. Voilà, donc vous avez aussi une responsabilité dans le partage des informations de cadrage de votre projet auprès des familles pour qu'elles sachent à quoi s'attendre et pour qu'elles y participent le mieux possible.
Le caractère transitoire des actions, du coup, je viens un petit peu d'en parler très rapidement. L'adoption d'une démarche évaluative, mais ça, je vais y revenir dessus peut-être un petit peu après. La nécessaire inscription dans une dynamique de réseau, ça on vous en parle aussi hein, au titre des CTG, au titre du SDSF, au titre de la parentalité et d'autres thématiques. De vraiment, il y a une plus-value en fait à travailler en réseau, à pas mener un projet tout seul, parce que ça permet de connaître les offres de services et les autres dispositifs qui sont présents sur le territoire pour les familles que vous accompagnez, mais aussi d'articuler vos interventions avec, avec d'autres projets pour avoir une coordination locale, et ça, c'est pertinent. Aussi pour promouvoir hein, auprès des parents, des élus, des institutions, en fait, vos actions de parentalité, le fait de connaître des partenaires et votre écosystème, en fait, territorial, c'est vraiment primordial pour améliorer aussi la démarche évaluative et puis pour capitaliser en fait hein, tous vos savoir-faire et vos projets finalement. Et enfin, tu peux être très court sur les exigences en matière de locaux, d'hygiène et de sécurité. Et là, c'est vraiment très court. On vient dire que l'organisation des locaux doit permettre en fait l'organisation de temps de rencontres individuelles et collectives en toute confidentialité et que vos locaux doivent remplir des conditions satisfaisantes de sécurité, d'accessibilité, d'hygiène et de confort. Voilà pour cette partie. Est-ce que ça soulève des questions? Je vais peut-être aller un petit peu vite. Si c'est bon pour vous. Je m'excuse, j'ai juste une Oui, question. oui, Je sais que je me la pose, je ne sais plus comment c'est rédigé, mais je sais que je me la pose chaque fois que je fais le bilan. ouais. C'est des enfants. Pour nous, les enfants, ce sont souvent des adultes. Donc, je ne sais pas toujours si je dois entendre le mot enfant en tant qu'enfant en fonction de l'âge ou en tant qu'enfant dans la notion de filiation. Alors, je ne sais plus comment sont rédigées les questions dans les bilans, mais je sais qu'à chaque fois, j'ai une grande hésitation. Oui, vous avez la notion d'enfant, puis je crois que je me demande si vous n'avez pas les âges. Au projet, c'est sûr, au bilan. J'essaye quand je peux toujours de préciser que les enfants, j'entends par filiation, puisque des Ouais. fois, la relation parent-enfant qu'on a, les enfants, ils ont 30 ans ou 10 ou 25 ans ou plus, enfin voilà, peu importe leur âge, c'est dans la filiation, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais à chaque fois, vous nous le précisez et nous, on ne se pose pas de questions quand on lit D'accord, vos bilans. il Donc, suffit que je puisse le préciser. continuez à faire. L'important, c'est juste de nous le préciser. Si vous avez un doute, voilà, vous nous dites ce que vous entendez Voilà, ce que mais vous mettez il me derrière ce chiffre. semble, mais je l'ai pas sous les yeux, puisque là, le dernier remonte à l'année dernière. Mm. Il me semble qu'à un moment, la façon dont la question est posée, je n'ai pas la possibilité d'écrire que ce n'est pas des enfants en fonction de l'âge, mais de la filiation. Mais je ne suis pas sûre, mais il me semble. Sinon, Alors, ça ne me poserait pas de problème, en fait. Donc, en fait, vous avez soit avant, soit après, toujours un petit pavé qualitatif. Soit vous bon, le mettez là. d'accord. C'est pas si vous avez un petit document de bilan à votre main, format Word, PDF, peu importe, vous pouvez le joindre sous Élan. Et nous, ça vient nous apporter des éléments complémentaires. Et si j'ai un doute, je vous rappelle, mais c'est vrai que vous avez aussi, vous, une association un peu singulière en ça, Oui, pour lesquelles les autres porteurs de projets vont pas se questionner parce que ça va être plus lisible, plus clair. Mais vous, j'entends que, en effet, cette question, elle peut vous interroger. Ouais. merci. Oui, donc moi j'aurais une autre question qui nous renvoie un peu plus en amont. Mm. C'est une obsession décidément par rapport à l'éligibilité des dépenses. Est-ce que Oui. l'analyse de pratiques professionnelles, Oui. ça s'inscrit dans les interventions de prestataires? Tout à fait, c'est puisque l'analyse de la pratique professionnelle, l'idée c'est que ce soit un prestataire extérieur à la structure qui soit formé pour venir offrir des temps d'analyse de la pratique professionnelle. Donc ça reste un prestataire extérieur, donc tout à fait. Très bien, Après, merci. voilà, je le Oui, rappelle, hein, c'est pas obligatoire. Si vous le mettez pas en place, ça ne contraint pas vos projets. Donc ça dépendra aussi en effet de vos dépenses et voilà.
Mais possiblement, vous pouvez vous dire, et je vous invite vraiment à mutualiser avec d'autres structures de votre territoire dans ce cas-là, pour que ça profite aussi à d'autres, quitte à faire venir un prestataire extérieur formé, que ça puisse servir à plusieurs structures ou à plusieurs projets. Et alors, du coup, concrètement, comment on peut signaler effectivement que c'est une part du coup de la prestation d'analyse des pratiques dans Eh ben vous, un espace plus large, mutualisé avec d'autres ouais. Dans le budget entités? prévisionnel, en dessous du budget prévisionnel, vous avez un espace pour écrire ce que vous souhaitez, pour venir préciser des numéros de compte. Donc là, vous pouvez nous le dire. Et dans les prestataires, je vais vous le montrer dans le dossier, vous avez également l'espace pour indiquer qui est le prestataire, s'il est extérieur à la structure ou salarié, et à quel titre il intervient. Donc en fait, vous avez l'espace dans le dossier pour nous le préciser. Si c'est votre structure qui va porter pour plusieurs structures, ou si vous avez proratisé X temps d'un prestataire pour votre structure. Parfait, merci. Surtout sous le format local Word qu'on vous propose cette année, vous avez beaucoup plus la main pour venir préciser des éléments que vous ne pouviez pas faire sous Elan, puisque la forme était vraiment Exact. cadrée, rigide et moins accessible en ça, en tout cas, ça c'est certain. Justement, par rapport à ça, très souvent, nous, on joint un budget prévisionnel qu'on a rédigé autrement. Et est-ce qu'il faut absolument remplir celui qui est présenté ou est-ce qu'on peut, du coup, en joindre un autre dans la mesure où il y a souvent effectivement des items spécifiques qu'on ne retrouve pas du tout dans la présentation du budget tel qu'il est fait par vous? Enfin, vous. Moi, je vais avoir besoin, selon le numéro de compte du projet, enfin du dossier qu'on vous a donné, de retrouver mes petits, en fait. Donc, si vous me proposez un budget qui est monté différemment, mais dans lequel on retrouve les mêmes comptes, ça peut fonctionner. Si c'est vraiment très différent, ça risque d'être compliqué. D'accord, non, c'est pas très différent. C'est souvent que ça nous permet de préciser des choses qu'on ne peut pas préciser du tout et qui, du Ouais. coup, n'ont plus beaucoup de sens dans le budget tel qu'il est présenté. Mm. Eh ben, ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer votre budget prévisionnel sur votre format. Et puis moi, je regarde et je vous dis ce qu'il en est. Mm. Parfait, merci. Avant de déposer votre projet, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, je poursuis pour la parentalité et vraiment l'approche et les principes. Voilà, je pense qu'on l'a vu en détail. Au-delà de ça, on continue à mener l'événement départemental de la semaine de la parentalité. En 2025, ça aura lieu du samedi 17 au samedi 24 mai, donc 2 samedis inclus. Le thème fil rouge sera accompagner son enfant vers l'autonomie à travers les âges, un sujet que l'on a déjà abordé lors de la journée départementale parentalité qui s'est tenue en novembre. Vous avez de la ressource de plus en plus sur le Padlet. Vraiment, je vous invite à y aller, à vous y connecter. Vous retrouvez le lien tout simplement dans ma signature de mail. En dessous de ma signature de mail, vous avez le lien. Vous cliquez dessus. Vous tombez sur une page internet que je vous invite à mettre en favori. Et puis, vous retrouvez beaucoup de ressources, de lectures, etc. Et il y a une rubrique qui est dédiée au sujet de l'autonomie, qui se remplit jour après jour. Il doit y avoir déjà une bonne dizaine de ressources. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et au-delà de l'autonomie à travers les âges, ce qu'on souhaite pousser aussi, c'est des actions autour de parents d'adolescents. Les parents d'ados, on a beaucoup de projets pour les parents de tout petits. Après, on a un peu moins de projets pour les parents d'enfants, selon les tranches d'âge, et encore moins de projets pour les parents d'ados. Pour autant, ils sont à une période charnière pour laquelle ils se posent énormément de questions. Et si vous avez des projets dédiés pour les parents d'ados, n'hésitez pas à nous les mettre en visibilité et à les déployer. Je vais passer assez rapidement sur les types d'actions. Dans cette fiche, vous retrouverez à chaque fois les objectifs, les principes d'intervention, les thèmes proposés, etc. Avant, on avait une liste. En fait, c'est la sous-liste que vous trouvez dans la slide. Aujourd'hui, on parle de volets. On a un premier volet, ce sont les actions collectives d'échange et d'entraide entre parents. Et puis un deuxième volet en dessous, qui sont les activités et les ateliers partagés par enfants.
Ça change rien en fait à ce qui existait auparavant. C'est simplement le format, le modèle voilà, qui est un peu différent. Par contre, vous avez des précisions, et notamment sur les groupes d'expression, d'échange et d'entraide entre parents. Il y a une différence entre un groupe de parole ponctuel, entre un groupe d'échange entre parents, entre un groupe d'entraide entre parents. Donc, ça, c'est important aussi d'aller voir. Les conférences ou ciné-débats, ça, c'est des formats d'action que l'on a beaucoup en Savoie. Ce qui est précisé, c'est que le ciné-débat ou la conférence-échange soit le point de départ ou le point final en fait d'un projet. Pas forcément de mettre en place une conférence pour une conférence, même si ça reste intéressant. Vous êtes vraiment encouragé à ce qu'il y ait une continuité et que en fait, la venue d'un expert sur un sujet soit le début d'un travail avec les parents ou bien la fin d'un travail de questionnement avec les parents. Voilà, donc vous avez tout en détail dans le dossier, bien sûr. Bon, bah voilà, je vous rappelle vos ressources, hein, le Padlet. Vous retrouverez le lien ici. Nous avons également une page Facebook dédiée aux parents, mais aussi aux professionnels, si vous le souhaitez. Si vous avez Instagram, vous pouvez également nous rejoindre, hein. Vous tapez Réseau Parentalité 73 à chaque fois et vous nous trouvez. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi vos ressources humaines, hein, les chargés de développement territorial, moi-même. N'hésitez pas à nous mobiliser, à nous questionner et à revenir vers nous si vous avez besoin d'échanger autour de vos projets. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans ce cas, on va balayer ensemble en fait, hein, le dossier de réponse à appel à projet directement depuis le dossier et puis pareil pour le dossier de bilan de l'année prochaine directement depuis le dossier. Alors, dossier de réponse là. Voilà, donc vous l'avez déjà trouvé en ligne, hein, il est disponible dans le Padlet. Ah, je vais juste couper un micro, excusez-moi. Ce document, comme je vous le disais, il est disponible sur le cap.fr, sur le Padlet. Je vous l'ai déjà partagé. On y retrouve les deux volets, les cofinanceurs. Vous avez voilà, les petites infos de début de dossier à lire, hein, qui sont importantes. Vous retrouvez bien évidemment le calendrier, le format de dépôt par mail au format PDF. Je rappelle, pas la peine de l'envoyer par courrier postal, il n'y aura pas de plus-value. Envoyez-nous les dossiers par mail et en fait, c'est la date de réception, hein, du mail qui fera foi pour vous inscrire selon la campagne. Et puis, moi, par principe, hein, tout ce que je reçois dans la boîte partagée là, de la CAF parentalité, je fais un mail retour comme quoi j'ai bien reçu votre dossier. Ça vous permet aussi d'être sûr de votre dépôt. Tout dossier incomplet ou reçu après la date butoir ne pourra pas être étudié. Donc, c'est vraiment la date de mail, hein, qui fera foi. C'est-à-dire, si on le reçoit le samedi 15 février, ça passera en deuxième campagne, etc. C'est pas pour vous embêter ou pour vous contraindre, c'est juste que derrière, on a aussi des délais d'instruction des dossiers pour vous donner des réponses rapides. On ne peut pas déroger. Donc, ces dates-là seront strictement déployées. Pas de rattrapage. Ça, je vous le passe parce que je vous l'ai déjà présenté. En fait, c'est le cadrage. Donc, vous avez une première fiche qui est vraiment très simple et très classique, mais que vous retrouviez également sous Élan. En fait, c'est votre identification du demandeur, du porteur de projet, de la personne, du responsable légal et enfin de la personne qui est chargée du dossier de subvention. La liste des membres du bureau, du conseil d'administration, si vous l'avez déjà par ailleurs sur un autre format, ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous le joindre. L'important, c'est que ce soit daté et signé de l'année de la demande. C'est-à-dire qu'on doit avoir une visibilité de votre bureau et de votre conseil d'administration sur 2025 pour vos demandes 2025. Donc, si c'est daté de 2024, on va vous redemander du 2025. Donc, pensez bien à l'actualiser à cette année, à l'année de demande, en fait. Ouais. Présentation générale.
Uniquement pour les nouveaux porteurs de projet, hein. Si on ne vous connaît pas, vous complétez cette fiche. Mais si vous avez l'habitude de déposer et qu'on vous connaît, ben, pas la peine, hein. C'est le but, la nature et le territoire d'intervention, c'est quelques éléments. Et puis ensuite, la fiche projet qui est la fiche la plus intéressante finalement, où à travers des petites coches ou des pavés, en fait, vous allez pouvoir nous dire si c'est un nouveau projet ou si c'est un renouvellement. Donc en fait, vous cliquez une fois dans la case et ça vient la cocher, et vous recliquez une fois dedans, ça vient la décocher, très simplement. À chaque fois, vous avez des petits pavés en gris italique en dessous. En fait, moi, je vous ai rédigé le projet vraiment comme avec déjà une aide et des explications pour que vous n'ayez pas de doute quand vous répondez à chaque question. Donc, quand vous renouvelez votre projet, hop, vous faites un renouvellement de projet. Donc, en cas de renouvellement, le rendu du bilan de l'année N-1 est attendu pour instruire le renouvellement, tout simplement. Vous ne pouvez pas poursuivre une action si on n'a pas son bilan, parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, si ça a fonctionné, etc. Le coût total du projet, le montant sollicité pour le projet. Donc là, vous avez une petite explication, hein. C'est la ligne parentalité CAF département. Je vais vous la montrer, même si on balayera le budget prévisionnel après. J'ai fait en sorte que vous ne puissiez pas vous tromper. C'est ici. Ça, c'est la subvention que vous demandez pour les actions parentalité, donc ex-réap, donc en cofinancement, CAF et ou département. En fait, c'est le comité d'animation qui va dire ensuite quelle institution prend en charge quel dossier. Pour vous, ça ne change rien. Mais c'est bien ici que vous indiquez votre montant. Et donc, vous avez le montant total ici des dépenses et des recettes. Si c'est 5 000 euros, votre projet coûte 5 000 euros. Vous devez bien, je remonte en haut, nous dire ici qu'au total du projet, 5 000 euros, etc. Votre demande pour les actions parentalité, elle représente X% de votre budget total de projet, et donc vous ne pouvez pas dépasser les 80% maximum. Si vous souhaitez déposer du pluriannuel, bah, vous nous le dites ici, oui. Sur combien d'années? Bah, sur 2 ans, ou bien sur 3 ans, ou bien sur 4 ans. Donc vous cochez en fait, hein, tout simplement. Et vous viendrez dupliquer votre budget prévisionnel selon le nombre d'années de financement. Un budget prévisionnel sur chaque année cochée. Et si vous souhaitez faire uniquement du 2025, bah, vous déposez uniquement un projet pour 2025, c'est tout à fait votre droit également. Ensuite, on a la partie de présentation du projet avec l'intitulé. Est-ce que vous participez à un comité local parentalité? Oui, non, si oui, lequel? Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'y participez pas. Dans ce cas-là, vous cochez simplement non. Les comités locaux, ce sont des réunions territoriales, hein, dans lesquelles on parle de parentalité sur une co-animation du territoire et possiblement du réseau parentalité quand il y a besoin. Est-ce que votre projet il est intégré à la CTG de votre territoire? La CTG, c'est la Convention territoriale globale. Oui, non, vous pouvez aussi préciser si vous souhaitez. Ensuite, vous venez cocher là où les thématiques du projet. Donc, vous les avez ici. La semaine de la parentalité pour tous les sujets, ou bien la semaine de la parentalité vraiment fléchée sur l'accompagnement de son enfant vers l'autonomie. Vous pouvez aussi nous préciser des choses. Et dans tous les cas, sur ce type de format, sentez-vous libre d'écrire à la suite des réponses. Si vous avez besoin de dire quelque chose à cet endroit-là, bah, de nous préciser ce qui n'était pas possible sous Élan jusque-là. Là, donc, on a bien, donc, en effet, hein, les âges des enfants pour les projets selon les parents d'enfants âgés de. Donc, vous avez des tranches à chaque fois, ou alors carrément du 0-18 ou autre, et là, vous venez préciser. Et puis, vous avez la nature du projet. Donc, en fait, ça renvoie à ce que je vous ai présenté juste avant, les volets avec les sous-actions, volet 1, volet 2. Et puis, vous venez cocher. Et puis là, vous avez aussi, bah, du coup, du détail. Donc, en fait, pour compléter le dossier, c'est plus facile. Par exemple, vous avez un projet où vous allez mettre en place des groupes d'échange entre parents. Et puis, il y aura aussi à la fin une conférence. Et vous estimez que ça, c'est un projet pour vous. Eh bien, c'est possible. Vous pouvez cocher plusieurs actions. Si votre groupe d'échange, bah, admettons que vous avez besoin de 2 000 euros et pour les conférences 2 000 euros également, vous faites une demande à 4 000 euros, donc ça correspond à un projet, donc c'est tout à fait possible. L'idée, c'est que vous globalisiez et que vos projets ils aient du sens, ils soient cohérents. Et si ça ne fonctionne pas comme ça, si c'est uniquement des conférences, c'est uniquement des conférences.
Mais voilà, en fait, vous pouvez aussi mixer hein, la nature des projets. Le contexte, l'origine du projet, donc ça c'est une partie hyper importante, hein, c'est votre diagnostic en fait des besoins identifiés. À chaque fois, vous pouvez lire hein, les petites questions, ça va vous aider, vous mettre sur la voie aussi de ce qui est attendu. Donc, en fait, c'est vraiment votre point de départ. Pourquoi vous mettez en place ce projet? Qu'est-ce que vous avez identifié comme besoin et comme attente? Est-ce que les parents ils sont à l'origine du projet? Dans l'idéal, on aimerait que oui. Ça n'est pas forcément toujours le cas. En tout cas, vous pouvez nous le dire ici. Les objectifs du projet. Donc là, on va vraiment, cette idée d'entonnoir, on part des objectifs généraux, puis on vient resserrer autour des objectifs plus opérationnels. Pas la peine d'en mettre 10 000, hein, l'idée c'est qu'ils soient clairs, précis, smart. Vous avez une petite aide ici, hein, notamment pour les objectifs opérationnels. Des objectifs clairs et précis, mesurables, atteignables, en lien avec vos ressources financières, humaines, matérielles, de local, de temporalité, etc. Que ça soit pertinent et puis qu'on sache de quand à quand vos projets se mettent en place. Est-ce qu'il existe un comité de pilotage ou bien une instance de suivi de votre projet? Oui, non. Et puis nous dire quelle en est la composition et le rôle, et notamment s'il y a des parents, ça c'est hyper important aussi de le savoir. Si vous arrivez à cette question et que vous cochez non, bah, du coup, je vous invite à vous mettre en réflexion, de vous dire est-ce que ça serait pertinent de mettre en place un comité de pilotage? Après la formalisation, c'est à vous de l'apprécier bien évidemment. Pas la peine qu'il y ait 100 personnes autour de la table non plus. Mais ce qui serait, intéressant, important d'associer le directeur, la structure, si je suis un cordeau, un élu du territoire, 1, 2, 3 parents. Ça c'est vraiment quelque chose, de précieux dans votre projet quand vous avez en place, des comités de pilotage. Description du projet, c'est ici qu'on attend le plus de rédaction, hein, finalement. C'est vraiment, et vous avez une aide ici, hein, très concrètement, vous expliquez ce que vous mettez en place, où, quand, comment, pourquoi, avec quel public, comment vos actions concrètement elles se déroulent, avec quel prestataire. Vraiment donner le maximum d'informations. Dites-vous que nous, vos projets, on les découvre. Donc, vous les avez bien en tête, mais pensez bien à nous donner toutes les infos que vous avez au moment où vous rédigez votre projet. Moi, je vous invite à le rédiger, puis après à revenir sur alors ce que je mets en place. Est-ce que je l'ai dit? Où est-ce que je l'ai dit? Quand? Pourquoi? Est-ce que ça apparaît bien? Si on a déjà tous ces éléments-là, on comprendra bien ce que vous mettez en place. Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont associés à votre projet? C'est ici que vous pouvez nous le préciser. Les modalités de participation des parents? Est-ce qu'ils sont ac- Pardon. Est-ce que c'est une action à l'initiative des parents? Est-ce que les parents sont animateurs ou co-animateurs? Est-ce qu'ils sont dans l'organisation, la conception de l'action, etc. Vous pouvez nous le détailler. Est-ce qu'il est prévu une participation financière des parents? Oui, non, si oui, laquelle? Vous pouvez tout nous dire, en fait, le type de participation. Est-ce que c'est une adhésion annuelle? Combien ça coûte? S'il n'y en a pas, mais que c'est que des participations aux actions, etc. Vous pouvez tout nous préciser ici. Est-ce que vous avez identifié des freins à la participation des parents? Et si oui, lesquels? Et si vous en avez identifié, bah, du coup, quels moyens vous mettez en place pour lever ces freins? Ça peut être, bah, les parents sont jamais disponibles tel jour ou de telle heure à telle heure, ou bien il faut un mode de garde pour que les parents puissent participer à cette conférence, ou bien, voilà, c'est vraiment à vous de l'apprécier et de l'identifier. Les intervenants, donc c'est vraiment ici aussi cette partie-là à laquelle je faisais référence tout à l'heure, dans laquelle vous pouvez préciser en fait qui va intervenir dans votre projet. Moi, j'ai préparé 3 blocs ici. 1, 2, ce sont les mêmes, hein, 3, et vous pouvez les dupliquer, tant que vous souhaitez, et nous dire, bah, qui est cette personne, sa qualification, son statut. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un bénévole? Est-ce que c'est un salarié de la structure? Est-ce que c'est un prestataire extérieur? Et puis nous dire, notamment s'il y a une demande de financement, hein, combien il y a d'heures d'intervention et puis ce que vous avez estimé en coût. Si vous avez déjà un devis, normalement, vous y voyez un peu clair. Et si vous n'avez pas encore de devis à ce stade, nous dire ce que vous estimez comme coût d'intervention, notamment pour un prestataire extérieur. Et ça, vous pouvez le dupliquer. Vous prenez le petit pavé, copier-coller, hop, vous allez en dessous et puis vous dupliquez autant que vous voulez. Est-ce qu'il est envisagé de procéder à un ou des recrutements pour mettre en œuvre ce projet?
Et puis enfin, les fameuses séances d'analyse de la pratique professionnelle, est-ce que vous la projetez? Et si oui, bah, vous pouvez préciser avec qui, le prestataire, voilà. Sachant que le prestataire, si vous voulez le faire entrer dans votre budget, ben, vous précisez ici prestataire extérieur, statut, vous mettez qui c'est, vous dites que c'est pour l'analyse de la pratique professionnelle, et cetera, et cetera. On passe sur le calendrier de mise en œuvre. Bah, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours un peu le même type de questions, hein, votre début de projet, votre fin de projet, le nombre de séances que vous envisagez, et puis là, vous nous cochez la périodicité. Puis vous pouvez préciser aussi autre chose si vous avez besoin. Et enfin, la partie évaluation du projet, où là, on vient vous demander vos indicateurs euh, que vous jugez pertinent de mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Et puis là, vous avez à chaque fois, hein, beaucoup de détails. On attend des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs, et vous en avez déjà ici qui sont exprimés. Ils ne sont pas uniques et vous pouvez bien évidemment en rajouter et vous les approprier, et ça peut aussi vous donner des idées. Autant les indicateurs que les outils d'évaluation. Donc, ce que vous voulez mesurer et avec quoi, comment vous pouvez le mesurer. C'est pareil, vous avez un petit pavé pour vous aider. Et puis, c'est pas obligatoire, mais on vous invite à le faire de plus en plus, c'est de joindre à votre dossier vos outils d'évaluation. En fait, c'est vraiment important que dès le départ de votre projet, vous ayez déjà une idée de vos outils d'évaluation et des indicateurs que vous allez mesurer. Et que vous puissiez, à ce titre, vous les mettre en place, c'est ça le plus important. Et après, quand vous les avez, bah, nous les partager, c'est bien aussi. Et nous, ça permet aussi de centraliser toutes vos ressources et puis de les mettre dans le Padlet ou de les partager à d'autres pour valoriser le travail que vous mettez en place. Budget prévisionnel, vous le voyez, il est 2025. Je vous en ai fait qu'un, vous mettez la date de début, la date de fin. Et puis, si vous avez besoin de le dupliquer, ben, c'est pareil, hein, vous le sélectionnez, vous le copiez, et puis bah, vous venez le coller en dessous. Puis vous venez changer l'année 2026 et puis vous le complétez. Donc là, ça vous fait de budget prévisionnel, par exemple. Et si vous allez jusqu'à 2027, 2028, vous faites de même. Vous pensez bien changer l'année pour qu'on sache à quelle année le budget prévisionnel correspond, tout simplement. Je vais le supprimer. Au budget prévisionnel, vos charges, vos dépenses. Dans les parties bleues, c'est les comptes principaux. Admettons, si vous mettez 5 000 € ici, bah, on va retrouver, je sais pas, 2 000 et 3 000 là. Ça, c'est les sous-comptes. Vous avez bien évidemment la demande de subvention pour la CAF et le département ici. Le total, qui doit toujours être équilibré, et puis vos contributions volontaires en dessous. Et si vous souhaitez nous préciser des choses sur un certain compte, eh ben, vous pouvez le faire ici. Et après, on passe sur un volet plus administratif, hein, les pièces justificatives, attestation de non-changement, si on vous connaît déjà. Si vous étiez déjà au REAP ou sur d'autres dispositifs ou des financements de la CAF ou du département, vous nous mettez simplement votre attestation de non-changement. Vous sous-signez qu'il n'y a pas de changement concernant le RIB, le SIREN, SIRET. Pour les assos, hop, il n'y a pas de changement là. Pour les autres, il n'y a pas de changement ici, si ce n'est pas le cas. Vous signez bien évidemment. Et en fait, ça vous dédouane, hein, de toutes les pièces justificatives du projet. Si vous êtes un nouveau porteur de projet, si on ne vous connaît pas encore, bah, par contre, selon si vous êtes une asso ou une collectivité territoriale, il faut nous rendre tous les documents listés. Vous déclarez sur l'honneur, hein, c'est pour en fait valider votre dossier. Euh, voilà. Je fais le A, nom du signataire du responsable légal, et on vous précise que tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable si on n'a pas tous les éléments, bien évidemment, pour l'apprécier. Voilà pour cette présentation très synthétique du dossier qui est attendu. Je ne sais pas si ça soulève des questions. Oui, moi j'ai une question. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous demandez la composition du CA et du bureau de l'année en cours Ouais. 2025. Mais dans Ouais. la mesure où on vous dépose les projets avant le 14 février, il y a peu de chances qu'on ait la composition du nouveau CA.
C'est Ah, pas par grave, dans ce exemple, cas-là, c'est celui de 2024 qui vaut, mais en fait, comme vous n'avez pas encore eu votre assemblée générale, vous n'avez pas encore changé, admettons, d'accord. vous nous tenez celui qui est en cours, en fait, celui qui vaut, et vous le datez de 2025 pour dire, bah, il est toujours Ah, d'accord. j'ai Ok. plus le terme Donc, exact. c'est pas le CA 2025 que vous demandez, c'est celui en cours au moment où on vous rédige le projet. Oui, Voilà, d'accord, merci. oui, c'est la liste des membres ouais, ouais, du bureau et du conseil d'administration à date. Après, s'il y a des changements, bah, il y a des changements, mais ça passera pour un autre dossier. Mais en tout cas, nous, quand on reçoit votre dossier, on a besoin de savoir qui est président, enfin, qui est le bureau et qui est au Oui, conseil d'administration. merci. Deuxième question, vous avez parlé du CTG, vous avez dit ce que c'était au niveau des sigles, mais Oui. concrètement, ça correspond à quoi? Dans le Et vécu, enfin, ouais, les les CTG, pratiques. les conventions territoriales globales. Alors, bah, c'est les chargés de développement territorial qui en parleront bien mieux que moi. Ça ne vous parle pas sur votre territoire? Non. Non. En fait, c'est je sais même pas si c'est le mot juste, la mutualisation des moyens et des compétences à l'échelle d'un territoire. Donc, tous les territoires, des fois, c'est des intercos, des fois, c'est quelques communes qui se mettent d'accord pour, en fait, sur toutes les compétences, petite enfance, enfance, jeunesse, etc. D'accord. euh, Travailler ensemble pour que les institutions puissent leur donner les moyens humains et financiers de mettre en place leurs projets. Donc en fait, c'est une approche territoriale qui se veut globale où chacun ne fait pas sa petite politique dans son coin, mais où on met en commun les ressources et où on travaille ensemble selon les compétences prises. On en a un en Savoie? Alors en fait, en Savoie, on a plutôt le schéma, le SDSF. Les CTG, elles sont vraiment très territoriales. Donc imaginez la carte de la Savoie, vous avez un découpage D'accord. et vous intervenez à l'échelle départementale. Si je dis pas de bêtises, votre asso, elle est sur Chambé. Elle est sur Chambéry, mais on intervient sur tout le département, oui. Voilà, votre intervention, elle est départementale. Donc vous ne Oui. pouvez pas en fait vous associer à toutes les CTG. Enfin, c'est Bah oui. compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez bien identifié, bien visible, pour que vos interventions sur les territoires puissent être Oui, connues, en fait, tout oui, simplement. tout à fait. Merci. N'hésitez pas, les collègues, à compléter hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Je suis pas la pro du tout des CTG, donc je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, dans ce cas-là, si c'est tout bon pour vous. J'avais juste une petite question. Oui, bonjour Je m'appelle Laetitia. Morgane. Bonjour. Je voulais juste vérifier, est-ce qu'on peut partir du principe que le thème de la journée, enfin, qui s'appelait la journée du REAP, je ne sais pas comment vous appelez, la journée La parentalité journée départementale parentalité. départementale, Ouais. est-ce qu'on peut partir du principe que le thème de cette journée sera le thème de la semaine parentalité de l'année suivante pour commencer à y réfléchir, à mobiliser les parents autour de ce thème, etc. Oui, exactement. C'est vraiment ça le Ok. fonctionnement qu'on souhaite mettre en place depuis l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était un peu décalé, mais en fait, en fin d'année, enfin, durant l'année, il y a un thème qui est réfléchi, travaillé. C'est un thème qui est mis à l'honneur lors de la journée départementale parentalité pour vous, les porteurs de projets, pour vous, les acteurs, en fin d'année. C'est toujours en novembre. L'idée, c'est que ce thème, on puisse vous le donner quand même un peu plus tôt dans l'année, en tout cas à l'été, que vous ayez déjà une idée du sujet qu'on va travailler. En novembre, on vous donne des ressources sur ce thème-là. Et ensuite, ce thème est le fil rouge de la semaine de la parentalité au printemps suivant. Donc, il y a vraiment ce fil de sujets pour que vous puissiez mettre en place des projets autour de l'autonomie. Bah, c'est important que vous soyez vous-même ressourcés sur l'autonomie. C'est pour ça qu'on met en place de manière décalée des journées départementales pour que vous puissiez mettre en place des projets dans le cadre de la semaine de la parentalité suivante. Ok, merci beaucoup. C'est bien, ça me permet de repositionner aussi les réseaux, le fonctionnement. On essaie vraiment de faire le lien entre les appels à projets, les dispositifs et puis nos événements départementaux. Si vous me permettez, j'avais une autre question.
qui concerne la pluriannualité, qui est très bien, mais est-ce que je dirais, dans une démarche un peu d'amélioration continue, on a possibilité d'infléchir le projet potentiellement retenu sur 3 ans, de réajuster un petit peu ce projet et selon quelles modalités concrètes? Ouais, c'est une très bonne question. Comme vous allez déposer des projets potentiellement pluriannuels, vous allez nous dire, bah, c'est plus facile en tout cas pour 2025, la visibilité est meilleure, mais pour 2026-2027, vous ne savez pas forcément quel thème vous allez travailler ou voilà. Ce qui est important en fait, ça va être de choisir votre format d'action. Nous, on sait qu'il y a des partenaires, il y a certains porteurs de projets peut-être qui sont là en webinaire, qui m'écoutent, qui font chaque année des cycles de conférences. Chaque année, ils savent qu'ils vont mettre entre 3, 4 et 5 conférences en place. Donc, ce qui est important, ça va être de venir cocher le volet et puis la sous-action. C'est ça, en fait, qui va définir le pluriannuel. Euh, le volet 1 et conférence débat. Et ça, si ce projet-là, il est déposé sur 3 ans, nous, on sait que pendant 3 ans, ce porteur de projet va mettre en place un cycle de conférences, échanges ou de ciné-débat. Pour autant, le thème peut être travaillé d'année en année au regard des besoins des parents, au regard des thématiques aussi que nous, on vous suggère. Donc, bien évidemment, vos projets, ils vont évoluer. Nous, on ne le saura pas. En fait, on le verra dans vos bilans. C'est les bilans annuels que vous allez nous rendre qui vont nous permettre de savoir avec qui vous avez travaillé, comment vous avez travaillé et si le projet est toujours bien dans le cadrage de l'appel à projet pour qu'on valide aussi la compte suivant de pluriannuel. En fait, on va regarder quand même ce que vous mettez en place dans vos bilans pour acter la suite. On va pas regarder au bout de 4 ans ce que vous avez fait. On va quand même regarder tous les ans où est-ce que vous en êtes dans vos projets, est-ce que ça fonctionne, et puis surtout, si vous les réajustez, enfin que vous soyez en capacité de les réajuster. Donc c'est principalement la nature du projet que vous allez dupliquer sur plusieurs années. Et si pendant 4 ans, vous prévoyez de mettre en place des ateliers et des temps d'activité parents-enfants, vous cocherez le volet 2, atelier, voilà. Et chaque année, ça pourra évoluer sur le jour, sur les intervenants, sur le thème, etc., etc. Ça, nous, on le lira dans votre bilan. Sur les objectifs, sur les indicateurs également? Exactement. Ouais, après, il y a des choses qui changent pas non plus. On a des projets que vous faites évoluer à la marge, mais qui sont quand même des actions récurrentes parce que ça fonctionne, parce que c'est pour des parents de tout petits, admettons, et que les parents, les enfants grandissent, donc c'est jamais les mêmes parents non plus. Voilà, il y a des actions qui sont récurrentes et qui sont OK. C'est important que vous les fassiez quand même un petit peu évoluer pour que ça ait du sens, bien évidemment, mais vous avez le droit de chaque année mener euh, des ateliers et des temps d'activité pour les parents et les enfants. Merci. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est si vous nous dites, moi, sur 3 ans, je fais des conférences, et puis que dans votre bilan de la deuxième année, on va lire qu'en fait, vous faites que des ateliers parents-enfants, ça sera pas mal, entre guillemets, parce que si vos ateliers ils sont pertinents, si ça fonctionne et tout, super, c'est juste pas ce qu'on s'était dit au départ, en fait. Donc, à vous aussi d'évaluer la pertinence, de se dire, peut-être sur une première année, est-ce qu'on part sur les 4 ans, ou est-ce qu'on fait déjà du 2 ans, puis on verra après, comme ça, on a aussi la marge pour réajuster, parce que c'est 2 projets maximum par porteur de projet et par an, donc vous êtes aussi un petit peu contraint en ça. C'est vraiment à vous de vous poser, d'évaluer la pertinence et voilà. En tout cas, ça va simplifier grandement le temps administratif des uns et des autres. C'est aussi une confiance quelque part qu'on accorde parce que on vous connaît, donc on connaît les actions que vous mettez en place, on sait qu'elles fonctionnent. Donc ça permet aussi d'alléger tout ça dans la confiance. Et puis, comme je vous le dis, on lira vos bilans et on saura comme ça ce que vous avez mis en place. Donc il faudra que vos bilans soient bien détaillés. Et ça sera mon point suivant. Juste avant, j'ai une toute petite question. Il me semblait que vous aviez dit pour poser un bilan, enfin un appel à projet sur plusieurs années, Ouais. il fallait quand même qu'on suive l'agrément de notre centre social. Si On vous peut en pas avez un, ouais. Ouais. Oui, par exemple, je ne sais pas si l'agrément il reste 2 ans, je ne peux pas déposer un projet sur 4 ans. C'est ça, ouais, collé à votre Ok. agrément.
Ouais, tout à Ok, fait. super. Et après, quand vous réécrirez votre projet, qui est plus global, hein, plutôt pour votre structure, vous aborderez l'axe parentalité, je l'imagine fortement. Ça vous Oui. permettra de le retravailler, d'en faire l'évaluation et de repartir pour une période de X années. Autant pour votre agrément de structure que pour vos actions parentalité ex-réap, en fait. Hop, comme ça, Ok, vous êtes super. calés sur les mêmes temporalités. Ça marche. Merci. Si c'est bon pour vous, je vous propose de vous présenter le bilan. Alors, je vous présente ça rapidement. Ça, vous connaissez. Hop. Attestation de démarrage d'activité pour percevoir les acomptes de la CAF. Comme d'habitude, hein, c'est un document que vous aurez bien évidemment. Une attestation par projet. Vous sous-signez, vous nous dites qui vous êtes, le nom de votre projet. Il a démarré. Et alors, pour 2025, on va connaître votre projet. Mais si vous faites du pluriannuel, cette attestation, elle est hyper importante parce que déjà, elle vous permet de débloquer votre acompte. Et elle vous permettra aussi, nous, de savoir le ou les thèmes que vous allez aborder, donc plutôt en 2026 ou 2027 selon les années, avec le ou les prestataires suivants. Ça nous donnera quand même une idée aussi des partenaires que vous mobilisez. Ça, c'est une richesse du réseau. Et donc, de percevoir le versement de l'acompte de 70%. Parce qu'on va quand même changer pas mal de pratiques en passant en pluriannuel. Donc, on a essayé d'alléger au maximum et d'utiliser déjà nos outils, nos documents que vous connaissez, juste pour les préciser. Et en fait, pour nous, c'est hyper important d'avoir ces deux petits pavés complétés là. Voilà. Et puis, je voulais vous présenter. Alors, je vais aller le chercher. C'est le bilan. Alors, je veux pas vous embrouiller. Le bilan Réhab 2024, il est bien sous élan. On est bien clair là-dessus. Moi, ce que je vous présente, c'est le bilan pour vos actions 2025. Et ce bilan, vous le rendrez en 2026. On est vraiment en avance de phase. Mais il y a vraiment une plus-value aussi que je vous le présente. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, pour les projets pluriannuels, c'est vos bilans hein, vraiment qui vont aussi nous permettre de vous verser les soldes de subvention. J'ai mis une date lointaine. Pourquoi cette évaluation qualitative? Alors, je ne vais pas vous lire le pavé, juste ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en fait, je sais que parfois, et vous ne me direz pas le contraire, ça vous fait râler de faire des bilans et des évaluations. Pour autant, on en a conscience et ce qu'on veut vous rappeler aussi, c'est que ce qui est hyper important, c'est que ces bilans et ces évaluations, en fait, elles sont d'abord pour vous et pour votre projet, elles viennent servir votre projet en fait. Et servir votre projet, c'est servir les parents. Donc, c'est hyper important. Le fait que vous mesuriez les impacts de votre projet vous permet, vous, d'abord de savoir où vous en êtes dans votre projet, de savoir si vous allez continuer ou bien le faire évoluer, avant même de le rendre à un financeur pour percevoir une subvention. Ça vraiment, voilà, je vous le rappelle parce que c'est quelque chose qui me semble hyper important. Après, on sait que vous avez des temps contraints dans vos structures. Vous n'avez pas toujours le temps d'y passer le temps que vous souhaiteriez, etc. C'est pour ça aussi que ce dossier de bilan, je l'ai retravaillé pour vous dire que s'il ne remplit pas vos objectifs de départ, c'est pas forcément dramatique non plus. On n'attend pas des bilans complètement lisses. Ça doit être vraiment le reflet hein, de ce que vous avez mis en place sur le terrain, de ce que vous avez déployé et de ce que vous avez identifié comme plus-value pour les parents. Qu'est-ce que votre action, elle a généré chez les parents par rapport à des parents qui n'y auraient pas participé? Ça, c'est vraiment la question au centre. Quelques aides un peu méthodo à mettre en place dès le début de votre projet, en fait. Et c'est vraiment aussi selon vos préférences et vos méthodes de travail, mais jamais oublier vos objectifs généraux et opérationnels, parce que c'est important d'être focus là-dessus pour pas s'en éloigner. Moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de prendre un petit temps à la fin de chaque action pour noter à chaud ce qui s'est passé, les paroles des parents, votre ressenti, le ressenti du prestataire, sur un brouillon, en note vocale, peu importe, ça, c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux. Mais j'ai travaillé aussi en sciences sociales, j'ai aussi mené des projets. Je sais ce que c'est et se rappeler 4 mois ou 6 mois après de ce qu'on a mis en place, en fait, c'est hyper compliqué et c'est normal. Donc simplifiez-vous la tâche en
faisant sans vous en rendre compte en fait, hein, mais déjà votre bilan au fil de l'eau quand vous mettez en place vos actions. Et puis surtout, ça vous permet de vérifier à chaque séance ce qui s'est passé. Est-ce que ce que vous mettez en place est toujours en lien avec ce que vous aviez projeté, vos objectifs? Est-ce qu'il faut adapter les séances? Parce qu'en fait, les parents, ils sont pas là, mais ils sont pas là parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont pas présents, parce qu'il y a besoin d'un mode de garde. Est-ce qu'il faut modifier le lieu, l'horaire? Est-ce qu'il faut reprendre un temps d'échange avec les parents parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Enfin voilà, ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes et de continuer sereinement. Donc c'est un bilan, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus classique. Les attentes, les besoins, les objectifs. En fait, on vous demande de rappeler quels étaient vos objectifs. Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'avaient les attentes formulées par les parents et les besoins identifiés? Ça, c'est possible aussi. Il y a des choses qui bougent, hein. La vie d'un projet, pas toujours un long fleuve tranquille. Vous pouvez l'indiquer ici. Après, on a vraiment le projet. Donc, depuis combien de temps vous mettez en place ce projet? Le nombre de séances totales que vous avez mises en place, les dates de mise en œuvre, une petite donnée quantitative sur le nombre de parents et d'enfants différents. L'explication du déroulement du projet, donc la partie la plus importante, j'ai envie de dire, vraiment du début jusqu'à la fin du projet, comment concrètement ça s'est déroulé, s'il y a eu des difficultés rencontrées, voilà. Les sujets précis abordés, c'est là que nous on saura que à N+3, vous avez mis en place, en 2027, vous avez mis en place tel sujet dans vos actions. Le lieu qui est intervenu dans votre projet, quels sont les partenaires. Donc en fait, toujours les mêmes questions, un peu les questions du projet, hein. Il y a rien de transcendant non plus. De votre côté, côté porteur de projet, est-ce que du coup, vous avez un comité de pilotage? Vos indicateurs qualitatifs mobilisés. Et après, on rentre sur des questions qui peuvent paraître un peu plus difficiles, mais qui sont hyper importantes. C'est d'après vous, donc c'est du ressenti, quels impacts votre projet a-t-il eu sur les parents présents? Ça, c'est pas facile à savoir. C'est pour ça que c'est important que dès le début de votre projet, vous vous disiez comment est-ce que je vais pouvoir savoir ça. En apport de connaissances, voilà, il y a toujours une petite aide aussi en dessous de la question. D'après vous, en quoi votre projet il a soutenu et accompagné les parents présents dans leur fonction parentale, dans la qualité du lien qu'ils entretiennent avec leurs enfants? Par quels moyens vous avez communiqué sur ce projet? Comment la mobilisation des parents s'est-elle faite sur votre projet? Vous avez déployé peut-être des stratégies, vous avez utilisé des outils, à vous de nous le dire. Quels sont les freins que vous avez identifiés, mais aussi les facteurs de réussite? Et est-ce que vous souhaitez reconduire votre projet pour l'année prochaine et pourquoi? Côté parents, quelle a été leur place dans ce projet? Quelle a été la modalité de participation des parents? Et puis quel retour à chaud ou bien à froid les parents ils vous ont fait de ce projet, ce qu'ils en retiennent? Comment ça les a fait évoluer dans leur pratique, dans leur manière de fonctionner au quotidien, à la maison, avec leurs enfants? Est-ce que c'est vraiment ça, hein, la parentalité? S'il y a des prestataires extérieurs, voilà, le nombre, nom, prénom, leur expertise ou en tout cas les sujets. Quel retour aussi vous ont fait? Est-ce qu'eux, ils ont été contents? Est-ce que ça s'est mal passé? Pourquoi? Comment? Voilà, c'est pas toujours évident non plus, même si souvent ça se passe bien et c'est tant mieux. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation qui a été réalisée? Pourquoi? Est-ce que vous le recommanderiez à des collègues? Et vous datez et vous signez. Alors, je sais pas, peut-être que ça vous paraît long, c'est plus long que ce qui est attendu sous Élan. Et en même temps, c'est un vrai écueil qu'on a pu faire, c'est que sous Élan, il y a très peu de questions et nous, on lit, «Ah bah, il y avait beaucoup de parents, ils sont partis hyper satisfaits, les conférences étaient super, on les reconduit». Nous, on est ravis, hein, de lire ça, mais ça vient pas nous dire, quelle a été votre action et ce que les parents en ont retenu et là où on a travaillé à l'endroit de la parentalité. C'est pour ça que les questions ont été peut-être beaucoup plus fléchées, mais elles permettent aussi de vous plonger pleinement dans le bain et dans le sujet de la parentalité. Petite pause. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question, Morgane, dans la conversation. Ah ouais, merci Claire. Tac, déclic. Magali, dans le cas d'un projet qui a lieu tous les 2 ans, ah oui, Fabien, faites sur un projet pluriannuel avec des budgets prévisionnels sur les années prévues, dans notre cas 25 et 27. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est soit vous faites que 2025 et en 2027, vous déposerez 2027, ou bien si vous voulez déjà, je suis en train de réfléchir avec une année vide entre deux, très techniquement parlant. Je crois pas qu'on puisse faire du pluriannuel. Je me note la question. Je me note la question et je reviendrai vers le collectif pour famille en fait. Mais du coup, je crois pas. Je pense qu'il va falloir faire de l'annuel. Mais je vais préciser ça, mais d'un point de vue plus technique où j'ai pas forcément les compétences. Je vais voir avec ma collègue. Euh... Vous quittez? Oui, d'accord. Ok, très bien. Ok, super. Bah, j'ai répondu à toutes les questions. Écrites, en tout cas. J'ai une toute petite remarque, si c'est possible, encore. Oui, Par rapport au bilan, je m'interrogeais, je me disais, ouais. sur les actions qui sont apparemment classiques, hein, tout ce qui est café des parents, les conférences, etc. Je trouve Ouais. que c'est dur de faire un bilan. Enfin, on peut faire un bilan à court terme, mais au fil des années, et pour en avoir parlé avec d'autres référents de famille, d'autres centres sociaux qui ont les mêmes retours, en fait, c'est souvent des années après, ou des parents qui viennent depuis. Moi, j'ai eu une maman qui m'a dit, ça fait 10 ans qu'on la voit sur les cafés des parents, et qui m'a dit cette année qu'elle se rendait compte seulement maintenant à quel point ça lui avait fait du bien de ne pas se sentir seule, d'avoir ce petit fil rouge là, mais elle n'aurait pas pu le dire après un café des parents. Ouais. Et je trouve que, oui, c'est important de se questionner, mais il y a des fois, je pense que dans le fond, on sait que le cœur de notre métier, il est d'être présent pour les parents, en fait. Et que souvent, c'est un peu des prétextes juste pour se retrouver, pour pouvoir échanger, pas être seul, etc., quel que soit le thème qu'on propose. Ouais. Et je voulais juste rappeler ça parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps à justifier, en fait, que notre cœur de métier, en fait, c'est une présence pour les parents. Voilà. Je l'entends complètement. Alors, c'est vraiment pas une justification qu'on attend dans les bilans et les évaluations, hein. Enfin, je veux dire, vos métiers, on les connaît, vos compétences, on les connaît, on les reconnaît, et il n'y a aucun doute là-dessus. Nous, en vrai, vraiment, ce qui nous intéresse, mais du coup, tu l'as aussi dit à juste titre, c'est que là, on vous demande en effet une évaluation à court ou moyen terme. Et il y a vraiment des effets à long terme. Et en fait, je suis ravie de t'entendre le dire. Et c'est tant mieux que les parents soient en capacité de dire, eh bah ouais, en fait, je viens de me rendre compte que toutes ces années-là, ça m'a fait énormément de bien, ça a permis que je sois pas isolée toute seule chez moi, ça a permis certainement plein de choses. Euh, Nous, l'évaluation, c'est pas pour justifier de votre action, en vrai. C'est pour savoir euh, vos actions, déjà pour les connaître et les comprendre, et puis pour en mesurer l'impact sur les parents. Oui, bien sûr. Et à chaud, et avec vos éléments, et avec vos temporalités, et avec ce que vous en disent les familles, bien évidemment. Mais vraiment, moi, je ne le vois pas et il ne faudrait pas que ça soit vu comme une justification. Alors oui, bien sûr, on est financeur, on reste financeur et ça nous permet d'accorder des subventions et de vous verser des soldes. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, nous, ce qu'on va chercher, c'est bien le sens. Le sens des projets, le sens des actions. Et en fait, en ça, on travaille vraiment avec vous, à côté de vous, dans le même sens. Vraiment pour comprendre le cœur de vos projets et en fait, qu'est-ce que les parents viennent chercher, quels sont leurs besoins et comment est-ce que vous arrivez à y répondre? C'est ça, en fait, les questions qu'on se pose, nous, et qu'on a besoin de comprendre. Et ça, nous, on ne le sait pas, vous le savez. Et des fois, quand vous ne le savez pas, en tout cas, les parents le savent. Et c'est juste pour rappeler aussi que n'oubliez pas de questionner les parents à chaud ou plus tard sur les actions et en fait sur qui ils sont, sur leur vie avec leurs enfants et sur ce que vous leur apportez, même si très intimement, on est convaincu de votre travail au quotidien et de ce que ça peut générer pour les familles. Je te remercie en tout cas, Morgane. Je trouve que c'est vrai que tu as une vraie qualité aussi de relation avec nous dans ce réseau. Et effectivement, je pense que
le financeur avec lequel moi, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai le moins ce ressenti de paperasse, de fléchage, de contrôle et de manque de confiance qu'on est nombreux à ressentir souvent. Et je trouve que ce n'est pas le cas. Et là, de faire la démarche de sortir d'élan pour aller sur un dispositif Savoie plus proche de nous, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup. Merci Laetitia pour ton expression, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent questionner ou simplement aussi partager hein, un ressenti, un quotidien? N'hésitez pas, c'est le lieu. On a encore quelques minutes ensemble si vous le souhaitez. Donc, Alors moi, j'aurais une autre question, mais qui ne concerne pas forcément le quotidien, mais plus comment vous positionnez, on va dire, la grand-parentalité. Est-ce que ça a un sens? Je ouais. veux pas. Oui. Vous l'avez identifié, vous, comme un besoin? Vous avez des grands-parents qui vous interpellent, qui viennent vous questionner, qui... Oui, oui, et ben, c'est vrai que, alors là, plus sur le plus jeune âge, je dirais il y a aussi des enjeux, et il y a beaucoup voire de compléments par rapport à de l'accueil collectif, c'est-à-dire euh, des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré ou dans le cadre plus large de la famille ou plus difficilement Alors en fait, ça s'inscrit vraiment dans la politique du soutien à la parentalité. C'est tout à fait possible de mettre en place des actions aussi avec et pour les grands-parents. Mais l'idée, ça va pas être d'évacuer les parents dans ce cas-là, bien évidemment, ça va être de les intégrer Bien sûr, et de pouvoir faire ce lien intergénérationnel, parce qu'en fait, la c'est parentalité, elle n'a ça. pas vraiment d'âge. Et ça, c'est vraiment très reconnu hein, par la branche famille et par les politiques que l'on mène. Pour autant, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a forcément très travaillé, euh, notamment hein, sur les actions parentalité directement via cet appel à projet. D'ailleurs, j'y réfléchis dans le Padlet, on n'a pas de rubrique dédiée, par exemple. Moi, j'ai pas recensé des ressources spécifiques, tout ça. Pour autant, c'est tout à fait possible. Le point de départ, ça reste toujours votre territoire et les besoins et les attentes des parents. Et si vous identifiez un besoin et que ça serait chouette de mettre un projet en place pour les parents, avec les grands-parents et les petits-enfants de manière très intergénérationnelle, vous pouvez tout à fait le faire. Merci. Vous êtes sous le bon angle. Très bien. Mhm. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a encore des expressions? Ou même les collègues hein, à l'interne, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. En tout cas, ce que je peux rappeler, c'est que bien évidemment, on se tient à vos côtés pour vous accompagner dans la rédaction de vos projets, dans le dépôt de vos dossiers. Vous avez donc là jusqu'au 14 février 2025 pour déposer vos premiers projets de l'année. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas attendre le dernier moment, mais de rapidement déjà poser par écrit votre projet, nous demander des relectures, autant à votre chargé de développement territorial qu'à moi-même, vous nous envoyez, vous pouvez nous mettre en copie, etc. Ça, c'est important aussi. Nous, on aime bien connaître déjà vos projets, si on y a besoin de les aiguiller. Et comme ça, quand on les instruit en comité, on les connaît déjà et on a levé les doutes ou les questions qu'on pouvait avoir au préalable. Donc ça, c'est gagnant-gagnant, en fait, pour vous, pour nous. Ça permet de mieux passer aussi les dossiers en commission. Voilà. Et vous avez le Padlet et bien évidemment, vous nous interpellez individuellement si vous avez besoin. Voilà. On a juste à vous dire un grand merci et pour ce webinaire et pour tout le reste. Merci, c'est très gentil. Il y a une main levée au bonheur d'une pause? Ou pas?
Vous avez le micro coupé, on ne vous entend pas. Oui. Pardon, désolée. C'est Dans votre défilé là, des petites cases, il y a un endroit où c'était marqué Semaine de la parentalité avec le thème 2025 et au-dessus Semaine de la parentalité sans le thème. Ça veut dire qu'on peut faire dans la semaine de la parentalité un peu des deux Exactement. sujets. Oui, oui, je viens de vous repartager l'écran avec en effet Ouais, les deux voilà. possibilités. Ouais. Ok. Ouais. Semaine de la parentalité, tout sujet, c'est qu'en fait, vous souhaitez qu'on mette vous en place des actions pour les parents pendant cette semaine-là, donc Ouais, voilà, dans la période, ouais, mais qui n'est pas forcément sur le sujet c'est fléché. ça. L'année dernière, on Ouais, était sur le répit, peut-être qu'il y en a qui vont continuer encore cette année sur le répit parce que c'est un voilà. besoin très identifié et qui a besoin de faire 2 années, par exemple. Dans ce Mais cas-là, on vous peut faire les cochez. deux ou pas? Ah, vous pouvez faire les deux, oui, oui. Dans un même projet, on peut mettre les deux, enfin les actions pour les deux. Ouais, vous pouvez mettre Ouais, et une action en place vraiment sur l'autonomie, et puis ouais, à côté une autre action, toujours dans le cadre de la semaine de la parentalité, mais sur un autre sujet. Ouais, ouais, tout à fait. super. Ok, Ouais, vous parfait. pouvez mixer vraiment comme vous voulez. Et comme vous êtes dans cette coche-là, Ouais, celle-ci est complémentaire, mais vous êtes dans cette coche-là, ouais. financièrement, vous pouvez aller jusqu'à 5 000 € parce que vous êtes dans le... Et D'accord. même cette coche-là, pardon, je vous dis une bêtise, vous vous inscrivez dans le cadre de la semaine de la Ouais, parentalité, sujet ou non sujet, c'est jusqu'à 5 000 €. d'accord, ok. Et nous, on fait vraiment ça à la fois pour que vous suiviez nos sujets, bien évidemment, mais aussi pour que cette semaine de la parentalité, elle soit remplie d'actions, elle soit Ouais, vraiment phare et centrale et de mieux en mieux identifiée par les familles. Donc, on a d'accord. un vrai enjeu, nous, à ce que vous inscriviez des actions pour les parents, en fait, pendant cette semaine. D'accord, bah super. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Morgane, il y a une question du centre social d'Albertville Ouais. dans le fil de conversation au sujet Mm. des noms de prestataires qui Oui, pourraient ne pas être identifiés pour le 14 au niveau de février. la première échéance du dépôt des dossiers. Ouais, tout à fait. Alors, si vous n'avez pas encore identifié vos prestataires, vous nous dites bien évidemment quand même les thèmes et si vous avez quand même une idée de la personne que vous voulez faire venir. Sinon, vous le précisez dans le projet, vous dites à ce stade, nous n'avons pas encore trouvé notre prestataire extérieur. Et dès que vous l'avez, donc hors dossier en fait, hein, vous revenez auprès du département et de moi-même en fait sur les adresses mail de dépôt des appels à projets. Vous venez de nous dire qui vous avez quel est le prestataire que vous avez sélectionné, si vous avez un site internet, un devis, des infos, voilà, vous venez nous les partager dans ce cas-là après coup, parce que de toute façon, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les inventer. Sinon, on les a avant les commissions, tant mieux. Si on les a après, ça permet quand même, et si vous nous dites surtout dans le projet, de vérifier, tout simplement, et de sécuriser les prestataires. En fait, nous, notre seule crainte, hein, c'est les dérives. Ça peut être des discours dogmatiques, ou stigmatisant ou culpabilisant hein, pour les parents. Ça, c'est hyper important de vérifier que vos prestataires donnent un discours qui soit vraiment bienveillant aux parents, parce que les parents font comme ils peuvent, ils font surtout du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et du coup, voilà, vos actions doivent vraiment les rebooster, leur redonner confiance, hein. On est vraiment dans ce volet préventif de la parentalité. Et donc, c'est tout l'intérêt. Donc, c'est possible de nous le dire même après coup. Eh bien, si vous en êtes d'accord, je propose qu'on tienne le timing et que on puisse vaquer à nos occupations et à tous nos beaux projets. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et puis à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.